L'histoire commence dans le continent de l'Est, où les forces des barbares s'affrontent aux soldats défenseurs du royaume d'Ildoran. Sur le champ de bataille sanglant, les têtes volent alors que les puissants barbares prennent le dessus et déchirent les forces d'Ildoran comme du papier. Pourtant, la capitaine de la troupe d'Ildoran, Séraphina, refuse d'abandonner ses camarades. Elle rallie ses troupes pour continuer à combattre et se frayer un chemin pour la retraite. Alors même que Séraphina transperce quelques soldats barbares, elle constate que son camp a subi trop de pertes pour avoir une chance de s'en sortir vivante. Soudain, un nouveau monstre apparaît du côté des barbares. Vior, un gigantesque barbare d'élite, taillade les soldats d'Ildoran et atterrit droit devant Séraphina, sa lame sanglante levée haut. Vior repère facilement Séraphina comme la capitaine aguerrie parmi les simples soldats et la défie en un face-à-face. Sachant que personne d'autre ne pourrait résister à l'énorme lame de ce monstre, Séraphina accepte le combat, espérant gagner du temps pour que ses hommes puissent s'échapper. Elle saute haut et plonge vers Vior, qui par son attaque tout en restant debout, décontracté. Puis il frappe Séraphina avec sa puissance immense et l'envoie voler sur le côté. Séraphina retombe sur ses pieds et rebondit pour lancer une autre attaque sur Vior, et tous deux commencent à échanger des coups dans un échange intense. Bien que Séraphina suive impressionnamment la force de Vior, sa puissance écrasante la repousse quand même. N'ayant pas d'autre choix, elle utilise sa technique ultime qui lance un renforcement magique sur son épée. Utilisant toutes ses forces restantes, elle rugit et affronte le coup final de Vior. Alors que les deux épées se rencontrent, l'une des lames se brise et s'envole dans le sol. Les soldats d'Ildoran regardent, stupéfaits, alors que leur capitaine tient une épée brisée dans la défaite. Séraphina s'effondre sur ses genoux, acceptant la défaite, et Vior la félicite sincèrement d'avoir tenu tête aussi longtemps contre lui. Séraphina lui demande alors de la tuer comme une guerrière le mérite, mais Vior refuse de lui prendre la vie. Au lieu de cela, il lui adresse un sourire sinistre et promet qu'il la prendra vivante et qu'il mettra son corps à bon usage. Après cet avertissement inquiétant, Séraphina perd connaissance et se réveille dans une cellule de prison sombre, vêtue d'une guenille sale et de lourdes chaînes. Choquée, elle regarde autour d'elle et rassure ses esprits un instant. Puis elle se souvient enfin qu'elle a été vaincue par les barbares et qu'elle est maintenant leur prisonnière. Lorsqu'elle se souvient du dernier avertissement de Vior, Séraphina est terrifiée, se demandant quel genre de torture les barbares vont lui infliger. Elle se demande s'ils vont l'utiliser comme esclave ou s'ils la soumettront à une douleur immense pour leur divertissement. Finalement, la pensée la plus effrayante traverse son esprit, et elle se demande si Vior veut utiliser son corps en tant que femme. Comme Séraphina est encore une jeune noble non mariée, la pensée qu'un barbare brutalisant souille son corps la plonge dans une grande anxiété. Puis, Séraphina réalise aussi que ses pauvres camarades étaient toujours entourés par les barbares après qu'elle a été assommée, pensant qu'ils ont tous été massacrés ou faits prisonniers comme elle. Elle ressent un écrasant désespoir. Finalement, elle se sent surtout inquiète pour les gens ordinaires de son royaume, car sans la terre de l'Est, leurs récoltes continueront de mourir sans terre restante pour planter. Tous ces regrets font verser des larmes à la capitaine expérimentée, mais soudain elle entend une autre voix derrière elle. Séraphina regarde autour d'elle et voit Cersei, une servante apportant de l'eau. Séraphina regarde Cersei de plus près et trouve des pinces et des outils à sa ceinture, alors elle pense qu'elle est là pour la torturer pour obtenir des informations. Cependant, Cersei ne mentionne rien concernant la torture et révèle plutôt qu'elle est là pour préparer Séraphina comme le trophée parfait pour le roi Vior. Elle enchaîne ensuite Séraphina au mur pour l'empêcher de bouger, et la capitaine chevalier se prépare à une torture brutale. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon, Vior pense à rendre visite à Séraphina, ses yeux brillants d'anticipation. De retour dans la cellule, Séraphina est maintenant nue pendant que Cersei lave son corps avec un chiffon humide. Quand elle a fini de nettoyer, Séraphina demande à Cersei pourquoi elle fait tant de cérémonies pour une esclave comme elle. Cersei fait remarquer que le corps de Séraphina était sale de la bataille, donc elle l'a nettoyé simplement. Cersei fait alors un commentaire désinvolte sur son apparence, surprise qu'elle soit la femme qui a combattu son maître si longtemps. Cersei explique qu'elle s'attendait à ce que Séraphina soit plus musclée puisqu'elle peut tenir tête à Vior, mais au lieu de cela, ce n'est qu'une fille féminine. En entendant cela, l'ego de Séraphina est blessé, car elle pense qu'une chevalier comme elle n'a pas le temps de paraître girly ou mignonne. Cersei comprend ses émotions, mais elle révèle que Vior aime beaucoup l'apparence de Séraphina. Cette déclaration laisse Séraphina encore plus confuse, mais Cersei refuse d'expliquer davantage. Au lieu de cela, elle avertit tranquillement Séraphina qu'elle ne quittera plus jamais le territoire barbare, tout en tenant un couteau tranchant dans sa main. Séraphina pense que sa fin est enfin proche, et elle lutte désespérément contre ses liens, espérant un miracle. Alors que Cersei s'approche avec le couteau tranchant et les pinces métalliques froides, Séraphina abandonne finalement et ferme les yeux. Cependant, pour une raison quelconque, Cersei ne fait que couper ses liens, lui coupe les ongles et met une robe sur le corps de Séraphina. En ouvrant les yeux, Séraphina remarque les vêtements étrangement décents, et elle réalise que sa robe est parfumée au parfum.
Elle se demande pourquoi diable les barbares donneraient une robe parfumée à leurs prisonnières et se demande s'ils la préparent pour un rituel sacrificiel ou quelque chose du genre. Avant qu'elle ne puisse interroger Cersei, elle entend un fort rugissement venant de la surface au-dessus du donjon. Cersei confirme que Vior est là, et bientôt le roi barbare massif se dirige lourdement vers la cellule de Serafina. Après être entré dans la cellule, Vior se présente formellement comme le fils du grand chef barbare Golden One Eye. Pendant ce temps, Serafina observe son corps massif et ses yeux dorés, réalisant qu'il n'y a aucun moyen qu'il soit un être humain. Elle se souvient alors d'une histoire de son grand-père concernant une expédition contre les soldats barbares. Même à l'époque, les brutes puissantes submergeaient facilement les forces humaines et leur arrachaient le cœur pour leur rituel, pensant qu'elle est sur le point de subir le même sort. Serafina dit à Vior qu'elle n'a peur de personne, et elle le défie de lui faire ce qu'il veut. En entendant cela, Vior se demande de quoi elle parle, puisqu'il n'a aucun projet de la sacrifier. Il explique enfin la vraie raison pour laquelle il l'a capturée était de la prendre comme épouse. Avec seulement ces quelques mots, le monde de Serafina est bouleversé, et toute l'anxiété dans son esprit lui monte au visage sous la forme d'un rouge vif. Au début, elle est trop choquée pour comprendre pleinement ce qui se passe, alors elle demande à Vior si c'est une farce. Quand Vior explique qu'il veut vraiment l'épouser, Serafina perd complètement la raison. Elle lui demande pourquoi il épouserait une ennemie. Alors Vior explique que sa race barbare n'a aucun problème à aimer ses ennemis. Puis, il entre dans un état de passion ardente en se souvenant des traditions de ses fiers ancêtres. Depuis l'aube de la race barbare, leurs rois les plus puissants épousaient toujours une chevalier pour honorer leur passion pour l'épée. Malgré cette explication, Serafina refuse toujours de devenir sa femme. Le barbare sournois lui rappelle qu'elle lui a dit de lui faire ce qu'il voulait. Donc Serafina se retrouve piégée par ses propres mots. Ensuite, Vior explique aussi qu'il ne l'épouse pas simplement pour une tradition culturelle. Il se souvient de leur combat sur le champ de bataille, où il a ressenti la sincérité de la passion de Serafina pour son épée. Face à une femme si puissante, il est immédiatement tombé amoureux d'elle et a décidé qu'il l'épouserait quoi qu'il arrive. Après avoir entendu la confession sincère de Vior, Serafina est trop troublée pour répondre, alors il se retourne pour quitter la pièce. Avant de partir, Vior promet qu'il ne la forcera pas à se marier contre son gré, donc elle peut réfléchir soigneusement à sa décision. Après qu'il a finalement quitté la cellule, la chevalier abasourdie se demande ce qui va lui arriver dans ce donjon de fous. En attendant son mariage, Serafina se souvient d'un souvenir d'il y a 7 ans. À l'époque, son frère Sidious a informé Serafina qu'elle était nommée capitaine d'une expédition vers les terres barbares. Serafina a accepté et a commencé à partir pour ses devoirs, mais Sidious l'a arrêtée pour lui remettre une invitation à un banquet noble. Elle était confuse et se demandait ce que son frère voulait, alors Sidious lui a rappelé qu'elle était toujours une dame noble avec une réputation à tenir. Voyant le regard intense de son frère, Serafina s'est redressée et a immédiatement accepté l'invitation. Plus tard, elle s'est habillée de jolis vêtements et est arrivée au manoir de la comtesse Hildold pour le banquet. Voyant Serafina habillée en vêtements normaux, les nobles autour d'elle ont commencé à faire des commentaires sur sa profession. Dans des chuchotements étouffés, toutes les élites venimeuses ont fait des remarques horribles sur l'apparence de Serafina, se demandant si une dame délicate comme elle serait jamais digne de mener des guerriers aguerris au combat. Même s'ils connaissaient tous sa vraie force, les nobles pensaient que c'était un gaspillage qu'une femme soit aussi forte qu'elle. Serafina s'est sentie submergée par tous les commentaires négatifs, alors elle est allée sur un balcon pour prendre l'air. Puis quelques jeunes dames sont sorties et lui ont demandé de se joindre à elle au lieu de bouder seule. Alors que les 4 étaient assises ensemble, les jeunes dames ont demandé à Serafina si elle avait peur de son travail redoutable. Entendant des histoires de monstres et de dragons, les dames se demandaient si Serafina allait bien dans des situations aussi dangereuses. Serafina a souri et expliqué que les dragons n'étaient que des créatures imaginaires, mais les dames lui ont rappelé qu'elle allait toujours affronter les barbares. Connaissant les récits des barbares brutaux et leur traitement horrible des chevaliers femelles, les dames ont dit à Serafina de rester à la maison pour éviter une fin brutale. Cependant, elle a frappé la table de ses mains pour toutes les faire taire. Serafina a déclaré avec confiance que son royaume essayait depuis le premier jour de conquérir les terres de l'Est. Dans son esprit, ce n'est qu'en conquérant l'Est que son royaume pourrait obtenir assez de ressources pour nourrir son peuple. Donc elle était prête à se battre contre les barbares. Pourtant, les jeunes dames ont rappelé à Serafina que même la prestigieuse princesse Wisteria, qui était son modèle, avait disparu après avoir affronté les barbares. Toutes les dames lui ont conseillé de rester à la maison et d'épouser un mari convenable. Mais Serafina s'est lassée de leur attitude négative et a quitté la réunion. Ensuite, alors qu'elle rentrait chez elle dans sa calèche, elle se sentait dégoûtée par les nobles qui dînaient de repas luxueux tandis que leur peuple commun mourait de faim dans les rues. Sur le chemin du retour, elle a rencontré un pauvre homme attaqué par 3 gars. Les garçons eux-mêmes étaient des paysans affamés, forcés de voler les autres pour leur survie. Pourtant, Serafina est intervenue pour protéger le pauvre homme et a averti les voleurs de reculer. Sans issue, les garçons ont essayé de l'attaquer avec leurs outils agricoles, mais Serafina les a facilement vaincus. Les garçons se demandaient si leur vie allait se terminer,
Mais soudain Sérafina a eu pitié d'eux et leur a donné son précieux collier. Choqués, les garçons l'ont remercié pour son cadeau précieux et ont promis de ne plus jamais faire de mal à personne. Après leur départ, Sérafina a senti son cœur se serrer de douleur face à l'état de son peuple. Intérieurement, elle a fait une promesse à son peuple qu'elle reviendrait victorieuse de l'Est et apporterait la paix à leur royaume. Quelques jours plus tard, avant de partir pour l'expédition, Sérafina a rendu hommage à la princesse disparue, Wisteria. Soudain, son frère a surgi de derrière, furieux qu'elle n'ait pas pu trouver de mari encore une fois au banquet. Sérafina a rappelé à Sidius qu'elle était sur le point de se battre pour son royaume, mais le fier prince lui a fermement dit que les femmes ne pourraient jamais combattre sur les lignes de front alors qu'il criait son nom avec colère. Soudain, la voix du prince s'est transformée en celle de Vior. Vior s'est avancé vers elle et a tendu la main, déterminé à faire d'elle sa femme quoi qu'il arrive. Alors que le barbare l'attrapait, le cauchemar de Sérafina a finalement pris fin, et elle s'est réveillée couverte de sueur froide. Elle a alors entendu un ronflement puissant venant de près, et elle a remarqué Vior dormant juste à côté d'elle. En un instant, la vue du corps puissant de Vior a ramené Sérafina à ses sens, et elle a retenu son souffle, terrifiée à l'idée de le gérer comme son épouse. Dans un instant, Sérafina parvient à rassembler ses pensées éparpillées. Elle crie après Vior pour qu'il soit avec elle, mais il explique qu'ils sont actuellement dans sa chambre. En entendant cela, Sérafina s'indigne encore plus et demande pourquoi Vior est nu avec elle. Il ignore sa question et agit plutôt comme s'il était soulagé qu'elle se sente bien après la nuit dernière. L'image dans l'esprit de Sérafina continue de s'aggraver, et elle pense que ce barbare brutal l'a violée. Incapable de supporter l'affront fait à sa dignité, Sérafina dit à Vior de simplement la sortir de sa misère. Vior l'arrête, se demandant pourquoi elle veut mourir plutôt que de le tuer lui. Sérafina fait remarquer qu'un barbare n'a aucune idée de ce que l'honneur d'une femme signifie dans son royaume, donc il n'a pas le droit de juger ses sentiments. Elle lui rappelle également qu'elle vient d'être vaincue au combat, donc son honneur de chevalier a également pris un énorme coup. Vior comprend sa frustration, mais il pense toujours que ce n'est pas suffisant pour justifier de mettre fin à sa vie. Au lieu de cela, il l'encourage à passer à autre chose et à apprécier la bénédiction de la vie. Pendant qu'ils se disputent tous les deux, Cersei entre dans la pièce avec des vêtements pour Vior. Elle réalise que Sérafina a mal compris et explique qu'elle a fait une overdose d'un somnifère qu'ils lui ont donné. Comme Vior ne s'attendait pas à ce que le médicament soit aussi fort, il s'est inquiété et l'a emmenée dans sa propre chambre pour veiller sur elle pendant qu'elle se reposait. Finalement, Sérafina réalise que Vior a simplement pris soin d'elle au lieu de compromettre sa chasteté pendant qu'elle était inconsciente. Pourtant, elle se fâche contre lui pour avoir créé un tel malentendu. Vior ignore une fois de plus sa colère comme si de rien n'était et se concentre plutôt sur le petit déjeuner. Une fois qu'il a fini de s'habiller, il part manger et dit à Sérafina de sortir quand elle sera prête. Après que Vior a quitté la pièce, Sérafina s'effondre par terre, submergée par toutes les émotions qu'elle vient de ressentir. Elle a honte qu'une fière chevalière comme elle dépende de ses pires ennemis pour se nourrir et s'abriter, et se souvient des enseignements de son grand-père. Bien qu'il ait entraîné sa propre petite fille, le grand-père de Sérafina trouvait également dommage qu'elle soit née femme. Lui-même lui a dit d'épouser un mari pour trouver son bonheur, tout comme son frère Sidius. Après avoir entendu tant de paroles démoralisantes, Sérafina réalise que Vior est la seule personne qui a apprécié son titre de chevalier et l'a trouvé attrayant. Pourtant, son ego refuse de lui laisser accepter son amour et se concentre plutôt sur le petit déjeuner préparé pour elle. En tant que prisonnière de guerre, Sérafina pense que Vior lui donnera un horrible petit déjeuner pour l'humilier. Cependant, lorsqu'elle sort enfin, sa mâchoire tombe devant le site qui s'offre à elle. Voyant l'énorme plaque de viande grasse rôtie, elle écume de la bouche car sa nation appauvrie n'a jamais pu se permettre autant de viande. Dior pense que Sérafina doit avoir faim, alors il lui donne 4,5 kg de viande, pensant que c'est une portion normale pour un chevalier humain. En réalité, le morceau de viande est plus gros que le torse de Sérafina, soit plus de viande qu'elle n'en mange en une année entière. Sérafina pense que Vior essaie de la soudoyer pour qu'elle l'accepte avec ce festin délicieux, alors elle jure qu'elle préfère mourir plutôt que d'accepter ce cadeau. Malheureusement, son estomac rugit de protestation. Alors Sérafina est assez gênée pour redemander la mort. Vior ne comprend pas pourquoi elle cherche la mort à chaque petit désagrément et lui rappelle que si son estomac crie famine, cela signifie que son corps veut vivre. Finalement, il lui dit d'arrêter de trop réfléchir et d'accepter simplement le repas. Pendant ce temps, Cersei s'approche de Sérafina et explique que bien que Vior agisse de manière nonchalante, il est en réalité allé chasser cette viande spécialement pour elle. Elle rappelle à Sérafina que Vior est aussi un noble chez les barbares, donc si elle refuse son cadeau généreux, ce serait une mauvaise étiquette. Sérafina saisit cet appât pour accepter son cadeau, et lorsqu'elle prend enfin une bouchée, la viande juteuse lui conquiert instantanément le cœur. Sérafina se met littéralement à pleurer car elle n'a jamais mangé une viande aussi tendre auparavant, et Vior remarque à quel point elle l'apprécie. Quand il la remarque, elle se redresse et fait comme si la nourriture était juste correcte.
Puis elle pardonne à contre-cœur à Veor de lui avoir causé ce malentendu le matin. Après cela, Sérafina est également curieuse de connaître la créature dont provient la viande. Veor explique que la créature a déjà été dépecée, donc ces hommes nettoient le reste de sa peau dehors. Sérafina jette un coup d'œil par la fenêtre, pensant qu'il s'agirait d'une sorte de bovin juteux. Au lieu de cela, elle est accueillie par la vision d'un dragon vicieux abattu. Elle se demande si ce sont les dragons des légendes censés cracher du feu. Veor rit, expliquant que bien que les dragons cracheurs de feu existent, celui-ci n'est qu'un herbivore. Puis il remarque que Sérafina finit toute la viande, même si elle était choquée par sa provenance. Une fois que Sérafina a fini de manger, Veor lui demande de sortir avec lui. Sérafina ne lui fait toujours pas confiance, alors elle hésite à sortir. Veor se demande si elle a simplement peur des bêtes qu'elle verra en terre étrangère, alors elle se fâche et accepte son défi. Alors que Sérafina se prépare à sortir, elle prévient quand même Veor qu'elle ne lui fait pas confiance. Il accepte son avertissement, mais il pense toujours qu'elle adorera le paysage dehors. Dès que Sérafina sort de la maison, elle est stupéfaite de voir une prairie paisible regorgeant de faune. Veor remarque sa surprise, alors il explique que bien que leur champ de bataille était un désert, le reste des terres barbares est plein de vie. Puis Veor commence à marcher pour lui montrer un autre site. Alors Sérafina se prépare mentalement aux surprises à venir. Pendant qu'ils se promènent dans la forêt, Sérafina regarde avec curiosité toute la faune qui les entoure. Au-dessus, elle aperçoit un dragon volant dans le ciel, alors Veor explique que c'est simplement un animal normal vivant sur leur terre. Bien qu'il soit difficile de chasser les dragons, ils ne dérangent généralement pas les barbares tant qu'ils ne s'aventurent pas dans leur tanière. Sérafina est agacée que Veor traite ces bêtes terrifiantes avec autant de désinvolture, mais il lui rappelle qu'elle vient d'en manger un au petit déjeuner. Gênée, Sérafina se tait et continue de marcher. Bientôt, elle entend un doux bourdonnement au loin et se demande ce que c'est. En se rapprochant du son, elle est choquée de voir une cascade immaculée et claire. Choquée, Sérafina laisse échapper qu'elle n'en a jamais vu auparavant. Alors Veor se demande si son royaume n'a pas de cascade. Sérafina devient sur la défensive et commence à le nier, mais ensuite elle se souvient que le royaume d'Eldoran n'a vraiment pas ces sites naturels. Veor se sent mal et la rassure en disant qu'il voulait seulement lui montrer la belle cascade, pas se vanter des ressources de sa terre. Puis il enlève soudainement sa chemise et dit à Sérafina de faire de même. Choquée, elle demande pourquoi, alors Veor lui dit qu'ils doivent entrer ensemble dans l'eau. Avec son esprit pervers, Sérafina commence à imaginer des activités illégales, mais Veor explique qu'il veut simplement qu'elle prenne un bain. Pourtant, elle lui rappelle qu'un homme et une femme se baignant ensemble est complètement inacceptable. Veor lui dit que les barbares ne partagent pas sa culture, donc il se moque qu'ils soient ensemble. Cersei s'approche également de Sérafina et lui rappelle qu'elle n'a pas pris de bain après son combat sanglant sur le champ de bataille. Elle fait remarquer que si elle ne se lave pas bientôt, son corps crasseux va empuantir tout leur endroit. Finalement, Sérafina accepte de prendre un bain, mais elle envoie Veor ailleurs pour qu'il ne puisse pas la voir. Cersei accompagne Sérafina au bain, alors elle pense qu'elle la surveille. Cependant, Cersei lui dit qu'elle la regarde en fait pour assurer sa sécurité. Sérafina se sent confuse, mais soudain une énorme tortue serpentine sort de nulle part. Terrifiée, elle s'accroche à un rocher, et Cersei lui dit qu'il y a beaucoup d'autres créatures bizarres ici qui l'effraieront. Pourtant, elle se demande pourquoi Sérafina a si peur puisque ces créatures sont des animaux paisibles. Soudain, Sérafina remarque un tas de monstres ailes riches qui ressemblent plus à des choses sorties de récits d'horreur qu'à des animaux, et elle s'enfuit de la cascade terrifiante. Cersei s'inquiète pour elle, mais elle ne la poursuit pas quand elle réalise où Sérafina se dirige. Pendant ce temps, après que Sérafina a cessé de paniquer, elle réalise qu'elle a laissé ses vêtements à la cascade. Soudain, un oiseau crie fort, ce qui interrompt le fil de ses pensées. Ensuite, Sérafina se prépare à retourner chercher ses vêtements. Cependant, un étrange homme l'appelle, alors elle se demande s'il est enfin temps pour elle de perdre son innocence avec un barbare étrange. Alors que l'homme s'approche d'elle, elle recule instinctivement et lui dit de rester loin. Il refuse d'écouter et se rapproche, alors Sérafina aperçoit enfin son visage beau. Elle commence à comparer le bel inconnu aux hommes de son royaume, mais ensuite elle se souvient qu'elle est toujours nue sous une serviette. Sérafina dit à nouveau à l'homme de reculer, mais il reste immobile. Au lieu de cela, il remarque à quel point elle a l'air pitoyable et comprend qu'elle a dû s'enfuir de son bain après avoir eu peur. Heureusement, le jeune homme ne se moque pas d'elle pour sa peur. Il révèle que sa mère était aussi une femme de l'Ouest, donc elle avait peur dans le bain tout comme Sérafina. Sa mère avait l'habitude de lui raconter des histoires sur son royaume, qui manquait de faune et de nature, tout comme la patrie de Sérafina. Surprise, Sérafina se demande si la mère de ce barbare était une chevalière disparue capturée lors de l'expédition de son grand-père. Pendant qu'elle est perdue dans ses pensées, le jeune homme met ses propres vêtements autour d'elle. Ensuite, il lui dit de retourner avec lui pour qu'il puisse trouver ses vêtements. Sérafina est surprise qu'un barbare puisse être un tel gentleman et se demande si Veor est juste un cas spécial dérangé.
Pendant ce temps, l'homme remarque que son visage est rouge. Alors il s'approche pour vérifier si elle a de la fièvre. En tant que noble demoiselle, Séraphina est complètement troublée par son toucher. L'homme pense que sa fièvre est trop intense, donc elle ne peut pas redescendre toute la montagne. Il la prend dans ses bras pour la porter vers le bas. Bientôt, Cersei les trouve tous les deux debout ensemble et se demande comment son maître Veor a réussi à apprivoiser Séraphina si facilement. En entendant son nom, Séraphina réalise enfin que le jeune homme qui la tient n'est autre que Veor avec une barbe rasée. Il sourit, heureux de voir à quel point elle est choquée. Enragée par sa tromperie, Séraphina gifle Veor, qui la félicite joyeusement d'avoir produit beaucoup plus. Pendant qu'ils rentrent chez eux, Cersei se demande si Veor va bien, tandis que Séraphina le prévient qu'elle l'aurait défié en duel si elle avait eu son épée. Ensuite, elle le blâme pour sa panique puisqu'il l'a emmenée dans une zone aussi dangereuse. Cependant, Cersei explique que la faune qui les entoure est toute paisible car Veor patrouille personnellement dans la zone pour s'assurer qu'elle est dégagée de toute bête dangereuse. Veor explique également qu'il s'est baigné seul puisque Séraphina voulait de l'intimité, sinon il l'aurait protégée. Séraphina se demande alors si des créatures comme les dragons sont assez dangereuses pour s'en protéger. Veor explique que bien que les dragons soient forts, ils sont généralement lâches, et ils ne provoquent pas les gens par eux-mêmes. Cependant, Cersei fait remarquer que seul Veor est assez fort pour considérer les dragons comme des lâches. Il se tourne ensuite vers Séraphina, heureux d'avoir vu un nouveau côté d'elle. Gênée par son attention, Séraphina lui pardonne en remerciement pour le beau paysage et quitte la zone en colère. Sur le chemin du retour, elle pense que ce ne sera pas trop mal d'être la femme de Veor puisqu'il est si beau sans barbe. Malheureusement, quelques jours plus tard, elle le retrouve avec une barbe pleine, remettant son apparence à zéro. Quelques jours plus tard, Séraphina écoute avec impatience Veor l'inviter à une réunion avec les membres de son clan. Il lui montre le lieu de la réunion, qui est la plus ancienne et la plus grande colonie de la race barbare, appelée le village du bord du lac. Séraphina note l'emplacement du village, mais elle se demande ensuite pourquoi Veor lui divulgue des informations militaires potentielles. Elle se demande si Veor la sous-estime et lui rappelle qu'elle pourrait toujours s'enfuir vers sa patrie et divulguer ces informations à son armée. En entendant son avertissement, Veor se met à rire bruyamment. Il rappelle à Séraphina qu'elle était amoureuse de son visage rasé il y a quelques jours, donc elle ne voudrait pas lui faire de mal. Il pense aussi qu'il peut facilement faire d'elle sa femme, donc il ne s'inquiète pas qu'elle divulgue des informations sensibles. Pendant qu'ils se disputent sans arrêt, Cersei remarque qu'ils se comportent déjà comme un couple marié. Au bout d'un moment, ils arrivent tous au lieu de la réunion, où Séraphina se retrouve entourée d'une centaine d'hommes intimidants. Armés jusqu'aux dents, chacun de ces barbares aguerris supplie Veor de leur donner la chance de tester leur lame contre la capitaine. Séraphina pense que son heure est enfin venue, puisque les barbares veulent la tuer pour se venger d'avoir vaincu leurs camarades. Cependant, Veor dit aux barbares de reculer et de lui souhaiter la bienvenue dans leur tribu. Sur l'ordre de leur chef, tous ces barbares fougueux se calment et laissent un peu d'espace à Séraphina. Voyant leur mine joyeuse, Séraphina se demande pourquoi ils sont tous rassemblés ici s'ils ne voulaient pas la tuer. Veor explique qu'ils sont simplement là pour l'accueillir, dans l'espoir d'avoir un combat d'entraînement avec elle. Cela la déroute encore plus, et elle demande à Veor pourquoi aucun des barbares ne veut se venger. Pour répondre à sa question, Veor demande aux barbares eux-mêmes s'ils éprouvent de la haine envers Séraphina. Tous déclarent sérieusement qu'ils ne lui veulent aucun mal, et ils se rangent en formation de guerriers pour l'accueillir dans la tribu. Séraphina ne fait toujours pas confiance aux barbares, pensant qu'ils ne font que suivre les ordres de leur chef. Néanmoins, elle suit Veor et Cersei dans la formation. Pendant qu'ils marchent, soudain, l'un des barbares fond en larmes et sort de la formation derrière Séraphina. Inspiré par son courage, il la félicite pour son incroyable démonstration d'arts martiaux sur le champ de bataille. Séraphina reste sans voix alors que d'autres barbares commencent à renchérir, louant à la fois sa beauté et ses compétences. Elle est complètement décontenancée par toutes ces louanges de la part de ses ennemis, mais Veor lui rappelle que tous les barbares respectent la force, peu importe à qui elle appartient. Stupéfaite, elle continue à le suivre plus profondément dans le village. En se promenant, elle observe une communauté paisible s'adonnant à la transformation des animaux. Soudain, Veor s'arrête devant une maison où de l'eau est en train de bouillir. Il dit à Cersei et Séraphina qu'ils resteront dans cette maison pendant qu'ils s'occupent d'une réunion avec les anciens. Puis, il annonce sa présence aux habitants de la maison. Bientôt, une femme aimable sort de la maison, se demandant ce que Veor veut. Il présente Séraphina comme sa femme à cette dernière et lui dit de prendre soin de Séraphina pendant son absence. Surprise, la femme tombe instantanément sous le charme de la beauté de Séraphina. Elle la traîne à l'intérieur pour s'occuper d'elle, sans même prendre la peine d'écouter les plaintes de la pauvre fille. À l'intérieur, la femme s'excuse d'avoir été si brusque, mais Séraphina lui pardonne. Ensuite, elle appelle son fils, Gathar, et lui ordonne d'apporter des herbes médicinales. Alors que le petit garçon fouille difficilement dans une grande boîte, sa mère tient le couvercle pour l'aider à chercher. Bientôt, il sort une pochette d'herbes, et la femme la porte à de l'eau bouillante pour faire du thé.
Sérafina se demande s'il est normal pour les barbares de mettre des herbes dans leur thé, et la femme acquiesce. Puis la femme à côté d'elle note qu'ils auront besoin de plus d'eau bouillante pour faire assez de thé pour tout le monde. Elle envoie ses enfants chercher du bois de chauffage. Donc Sérafina est impressionnée que les jeunes enfants barbares soient déjà instruits à être si forts et indépendants. La mère de l'enfant n'y pense pas beaucoup, disant qu'ils imitent simplement leurs aînés. Ensuite, une fois le thé prêt, Sérafina prend une gorgée. Elle admet que le thé est meilleur qu'elle ne le pensait, le goût herbacé lui rafraîchissant le corps. Cersei pense que les herbes ont bon goût parce qu'elles proviennent de l'arbre sacré spécial. Quand Sérafina finit sa tasse, elle en demande avidement une autre. Après quoi, elle remarque que les deux mères vivant dans la maison ne sont pas parentes. Elle se demande si elles sont les seules personnes à vivre dans la maison et demande si leur mari travaille dans l'armée à l'extérieur. Cependant, la femme la surprend en révélant qu'elles sont toutes deux veuves. Elle explique que leurs maris ont perdu la vie lors d'une bataille contre l'Ouest. Alors Sérafina se sent coupable des crimes de son propre peuple. Même si elle sait que l'armée occidentale se battait pour obtenir des ressources pour son propre peuple, Sérafina se sent tout de même mal d'avoir ruiné des vies innocentes. Elle s'excuse auprès des deux mères pour son armée, pensant qu'elles ont tous les droits d'être en colère contre elle. Cependant, la femme barbare est confuse car elle pense qu'elles veulent se venger. Sérafina leur rappelle que ce sont les siens qui ont tué leur mari et souligne que cela pourrait très bien être elle-même. En entendant cela, les femmes finissent par se taire. Puis, la plus âgée d'entre elles prend la parole. Bien qu'elle soit triste que son plus jeune fils n'ait pas pu voir le visage de son père, elle pense tout de même que c'est une bénédiction qu'il ait été présent aux funérailles de son père. Depuis lors, elle est restée reconnaissante envers son fils et a continué à l'élever avec amour et soin. Elle souligne également que sans la guerre, les hommes barbares perdraient la vie dans d'autres aventures risquées comme les grottes, les combats de monstres ou la chasse aux dragons. Même s'ils ne perdaient pas la vie, les guerriers barbares pourraient finir handicapés à vie, donc elle pense qu'il est normal que leurs femmes perdent si souvent leur mari. En entendant cela, Sérafina est complètement stupéfaite, et elle se demande si tous les barbares traitent la perte d'une vie humaine avec autant de désinvolture. Soudain, une cloche d'alarme retentit dans la ville alors que les tours de garde détectent une attaque imminente. À l'intérieur de la maison, Cersei réalise ce qui se passe et avertit tout le monde qu'ils sont attaqués. Avant que quiconque puisse réagir, une créature volante fait irruption dans la maison par le haut. Une fois la fumée dissipée, Sérafina se retrouve à regarder un dragon ailé avec un grand bec. Cersei note que le dragon s'appelle un Tsukabichi, et qu'il est attiré par la fumée du bois de chauffage brûlé. Sérafina réalise que leur goûter a causé l'attaque de cette créature, mais Cersei souligne que les dragons n'envahissent normalement pas leur village car ils savent que les guerriers les tueraient. Malheureusement, elles n'ont pas le temps d'enquêter, car Gathar a peur du dragon et se met à pleurer dans les bras de sa mère. Le bruit des pleurs du garçon attire l'attention du dragon, alors Sérafina se prépare au combat. Cersei dit à Sérafina de fuir le village car elle est la précieuse épouse de Vior. Cependant, Sérafina refuse fermement. Elle se met en colère contre Cersei pour avoir traité la vie des autres comme jetable et pour s'être concentrée sur une seule personne. Elle rappelle ensuite à Cersei qu'elle n'est pas une princesse fragile à protéger. Fière de son rang de capitaine du chevalier d'Eldora, Sérafina affronte courageusement le dragon avec une paire de pinces chauffantes. Alors que la créature rugit contre elle, elle la repousse en utilisant les pinces comme une batte de baseball. Cersei est choquée et avertit Sérafina qu'elle ne peut pas vaincre le dragon avec un simple outil de cuisine. Cependant, Sérafina ne veut plus discuter et dit à Cersei de s'enfuir tout simplement. Elle note également que la frappe du dragon n'était pas aussi puissante que l'épée de Vior, donc elle est confiante de pouvoir le vaincre. Déterminée à protéger les personnes derrière elle, Sérafina saute derrière la tête du dragon et le frappe en plein dans l'œil. Pendant que Cersei continue de la regarder, Sérafina lui ordonne de partir et de ne plus perdre son temps. Finalement, Cersei réalise qu'elle met la vie de Sérafina en danger en la distrayant, et elle quitte enfin la maison. Après le départ de Cersei, Sérafina provoque le dragon pour qu'il l'affronte. Pendant ce temps, dans une autre partie du village, les guerriers barbares maîtrisent un autre dragon. Avec la créature retenue, Vior prend son élan et lui coupe le cou. Ensuite, il demande aux soldats combien d'autres dragons envahissent le village. Un soldat l'informe qu'il reste encore 3 autres dragons. Alors Vior lui dit de chercher tout villageois qui n'a pas encore évacué. Le soldat acquiesce. Vior pense que Sérafina doit être en sécurité puisque Cersei l'aurait aidé à s'enfuir. Après avoir apaisé ses propres inquiétudes, il rallie les barbares pour couvrir le reste du village et abat 2 autres dragons restants. Après avoir vaincu les 2 autres, Vior se demande où est le dernier. Soudain, Cersei accourt vers lui sans Sérafina derrière elle. Elle dit à Vior qu'un dragon a attaqué la maison où il séjournait, et avant même qu'elle puisse finir sa phrase, Vior la dépasse en volant. Près de la maison, Sérafina fuit le dragon. Réalisant que la créature volante est plus rapide qu'elle en plein air, incapable d'échapper à sa vitesse fulgurante, elle fait demi-tour et se prépare pour un dernier combat. Bien que le dragon soit également épuisé par le long combat, il se jette néanmoins sur Sérafina à une vitesse aveuglante. Cette fois,
Son bec tranchant brise les pinces, laissant Sérafina sans rien pour se défendre. Finalement, elle pense qu'après avoir eu pitié de ses ennemis sans défense, elle peut mourir en chevalier avec son honneur intact. Alors que le dragon s'approche pour porter le coup fatal, Sérafina ferme les yeux, sans même tenter de résister. Mais au moment où elle se prépare à mourir, Vior arrive en courant derrière elle, lui criant de se boucher les oreilles. Choquée, Sérafina fait comme on lui dit, et soudain, Vior rugit bruyamment contre le dragon. Sa voix tonitruante fait éclater les tympans de la pauvre créature, et Vior en profite pour la trancher en morceaux. Regardant le dragon tomber devant elle, Sérafina reste stupéfaite pendant que Vior s'excuse d'être en retard. Il la remercie ensuite sincèrement d'avoir risqué sa vie pour sauver ses précieux concitoyens. Enfin, Vior exprime son soulagement qu'elle aille bien. En entendant la sincère inquiétude dans sa voix, des larmes se mettent à couler sur le visage de Sérafina. À ce moment, elle ne comprend pas pourquoi elle pleure, mais les larmes continuent de couler. Vior lui sourit silencieusement puis la porte jusqu'au village, sachant qu'elle n'est pas en état de marcher. Quand Cersei le voit revenir, elle s'écrie, avec joie, pendant que Sérafina laisse Vior la traiter comme une princesse. Plus tard dans la nuit, les barbares organisent un festin pour célébrer la victoire de Sérafina et la défense de leur village. Alors que Sérafina essaie d'oublier ce qui s'est passé, elle a encore honte d'avoir pleuré dans les bras de Vior comme une petite fille quelques heures plus tôt. À ce moment-là, Cersei la félicite d'avoir protégé son peuple. Elle admet qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un noble suffisant de l'Ouest risquerait sa vie pour les autres, alors désormais elle voit Sérafina d'un œil différent. En l'entendant, Sérafina finit par se pardonner d'avoir un peu joué la princesse après son combat pour la vie ou la mort. Ensuite, son attention se porte sur l'air viril qu'avait Vior en la sauvant. Alors que Sérafina trouve une nouvelle raison de rougir, une petite fée l'appelle. Quand Sérafina se tourne vers la voix, elle recrache sa boisson, choquée, pensant qu'elle hallucine à cause du stress. Cependant, les trois fées se mettent à danser devant elle, alors elle réalise enfin qu'elles sont réelles. Puis, Vior s'approche d'elle, lui disant qu'elle va avoir une surprise encore plus grande. Derrière lui, un groupe d'anciens tribaux de différentes races apparaissent pour rencontrer Sérafina pour la première fois. En voyant tous ces nains, elfes et esprits, Sérafina a l'impression d'avoir été téléportée dans un monde fantastique. À proximité, l'un des anciens nains lui offre une épée en guise de cadeau de bienvenue pour la femme du chef barbare. Sérafina refuse le cadeau par courtoisie, mais Vior lui dit qu'elle va l'attraper en un clin d'œil après avoir vu son savoir-faire exceptionnel. Elle hésite, mais finit par jeter un œil à la lame. Après une observation attentive, Sérafina note que la lame est magnifiquement fabriquée tout en conservant son tranchant pour offrir un pouvoir de coupe au combat. Alors qu'elle admire le corps de la lame, le forgeron nain explique qu'il a fabriqué à partir d'un métal précieux appelé mithyle. Sérafina est surprise, et le nain se vante encore plus de son travail. Cependant, Vior les interrompt pour présenter tous les nouveaux chefs à Sérafina. Il commence par les nains, qui sont les anciens du clan Kifto nommés Va, Gua et Balat. Ensuite, il présente l'ancien Ixed Karka et l'ancien esprit Nimala. Enfin, Vior présente le chef des fées Vufumek à Sérafina, qui a l'impression de rêver. Vior la rassure qu'ils sont tous réels, mais Sérafina se sent nerveuse en leur présence. Karka lui dit de se détendre, sachant que c'est la première fois qu'elle voit des créatures aussi étranges. Puis, Nimala lui offre un mélange de thé spécial à déguster, mais révèle qu'il est encore plus fort que des sédatifs médicaux. En entendant les bavardages de ces créatures magiques, Sérafina admet qu'elle découvre tout un nouveau côté du monde. Vior explique qu'elle ne les a jamais vues auparavant parce que les créatures magiques évitent l'Ouest, alors Sérafina se demande pourquoi elle la rencontre si avidement maintenant. Vior lui rappelle qu'il a spécifiquement arrangé cette rencontre afin que les anciens fassent sa connaissance. Il révèle que sa propre tribu barbare, appelée la tribu Cornum, et les 4 autres tribus s'assemblent pour former l'alliance des 5 grandes tribus. Bien que Vior soit le futur grand chef des 5 tribus, ce poste n'est choisi qu'après un rituel effectué par les esprits. Il explique que les 5 tribus ont chacune leurs propres compétences et cultures à offrir. Elles vivent en harmonie et se soutiennent mutuellement par leur force et comptent sur les autres pour compenser leurs faiblesses. Cependant, il gâche complètement l'atmosphère sérieuse en affirmant que l'Alliance ne fait pas grand-chose à moins que les 5 tribus ne soient en grave crise. Ensuite, Sérafina se demande si l'invasion de son royaume comptait comme une crise grave pour l'Alliance. En l'entendant, tous les chefs tribaux se mettent à rire, et Vior s'excuse auprès de Sérafina pour leur réaction. Il explique que l'Alliance ne s'implique pas dans les disputes territoriales, alors Sérafina se demande si leur guerre leur semble simplement des combats d'animaux. Vior pense que les gens ne sont pas très différents des animaux de toute façon, donc elle ne devrait pas avoir honte. Il souligne également que l'Alliance a été créée dans un but différent. Sérafina se demande lequel, alors Vior révèle qu'il existe une menace bien plus grande que les dangereux dragons qu'elle a vus. Bien que les dragons puissent être forts et difficiles à vaincre, Vior explique qu'il existe des créatures appelées démons, qui sont des fléaux vivants pour la société. Même le puissant Vior admet qu'il préférait faire 1000 guerres contre Hildoran plutôt qu'affronter un groupe de démons vicieux. Sérafina se demande quel genre de monstres sont assez terrifiants pour lui faire peur, et même les chefs tribaux perdent leur attitude joyeuse à l'idée de les affronter. Pour changer de sujet,
Les chefs retournent fêter et encouragent Vior à bâtir un héritage réussi avec Serafina. Vior rassure Serafina que les anciens la respectent sincèrement. Il révèle que tous les cadeaux qu'elle porte, y compris ses vêtements et son collier, ont été fabriqués à la main par les anciens pour l'accueillir dans leur tribu. Ensuite, Karka révèle également qu'il a enchanté son épée, de sorte qu'elle se réparera toujours automatiquement. Serafina se demande si une telle chose est possible, mais Vior la rassure que la magie est très puissante. Voyant comment les différentes races collaborent avec leurs forces pour se soutenir mutuellement, Serafina pense que les terres barbares ne sont pas un si mauvais endroit après tout. Le lendemain, Cersei réveille Serafina en lui faisant peur. Après s'être levée, elle se demande si sa rencontre avec les créatures magiques la nuit dernière était un rêve. Cependant, Serafina aperçoit l'épée enchantée à proximité, alors elle sait que la rencontre était réelle. Derrière elle, Vior s'approche pour la saluer. Quand Serafina se retourne, elle devient toute rouge parce qu'il s'est à nouveau rasé la barbe. Vior apprécie sa réaction troublée, et il se retourne après l'avoir appelé pour le déjeuner. Cersei fourre soudainement un sandwich dans la bouche de Serafina. Serafina réalise que le sandwich est délicieux. Elle se demande d'où vient la viande, alors Cersei lui dit que c'est du même dragon qu'elle a tué. Serafina pense que la volaille barbare est excellente, tandis que Cersei est choquée qu'elle traite des dragons dangereux comme des oiseaux ordinaires. Après que Serafina a mangé à sa faim, Vior lui demande de venir avec lui pour rencontrer quelqu'un qu'elle connaît. Serafina se demande qui pourrait bien la connaître dans la tribu barbare, mais Vior laisse cela en surprise. Quelque temps plus tard, ils atteignent une maison ordinaire où une femme les attend. La dame salue Serafina avec un sourire et la félicite d'avoir défendu une famille ordinaire contre un dragon féroce. Serafina se demande qui elle est car elle ne la reconnaît pas du tout. En l'entendant, la dame réalise qu'elle a changé ces dernières années. Elle explique qu'elle est Nalia, une ancienne chevalière qui a servi sous Serafina il y a quelques années. En entendant son nom, Serafina se souvient de Nalia, qui était une jeune femme passionnée. Depuis qu'elle était entrée à son service, Nalia agissait comme le bras droit de Serafina et l'avait accompagnée dans de nombreuses opérations importantes. Toutes deux avaient combattu bravement contre les barbares, voulant toutes deux obtenir leurs ressources pour le royaume d'Ildoran. Malheureusement, lors d'une mission, Serafina a été séparée de Nalia, qui a été vaincue par un soldat barbare et faite prisonnière. En se souvenant de cela, Serafina en a la mâchoire décrochée, et elle se demande si la femme qui se tient devant elle est vraiment la Nalia de toutes ces années passées. Elle remarque alors l'énorme ventre de Nalia. Nalia lui dit qu'elle est enceinte de son deuxième enfant. En l'entendant, le monde entier de Serafina s'effondre, alors Nalia l'emmène à l'intérieur de sa maison pour se raconter leurs nouvelles. Là, elle explique qu'après que les barbares aient commencé à parler du chevalier au casque de cristal, elle a compris qu'ils avaient capturé son ancienne capitaine. Serafina est surprise qu'elle ait trouvé un mari pour s'installer. Nalia explique que le soldat qui l'a vaincue lui a également demandé sa main, alors elle a accepté sa proposition et s'est installée dans son village. Après avoir vécu ces dernières années si paisiblement avec son mari et sa famille, elle a l'impression que ces jours de jeune chevalière ardente appartiennent à une autre personne. Serafina se demande pourquoi elle a demandé à Vior de l'inviter ici, puisqu'une personne ordinaire ne devrait pas demander au grand chef de faire des courses banales. Cependant, Nalia lui explique que les barbares n'ont pas de telles formalités concernant le statut. Elle pense aussi que Vior est un jeune homme plutôt serviable, alors elle lui demande souvent son aide. En l'entendant, Serafina pense qu'elle plaisante, car Vior ressemble à un vieil oncle. Mais Nalia lui dit alors qu'il n'a que 18 ans, ce qui la laisse complètement stupéfaite. Serafina commence à s'adapter et affirme qu'un garçon aussi jeune que Vior n'aurait jamais pu avoir une barbe fournie. Vior ne lui tient pas rigueur de ses taquineries et explique qu'il aide beaucoup Nalia car son mari est son cousin. Pourtant, Serafina refuse de passer. Outre son jeune âge, alors Nalia fait remarquer que Serafina aura 26 ans cette année. Alors que Serafina se sent exposée, Vior trouve que son âge est parfait pour le mariage. Serafina refuse toujours d'accepter son compliment. Alors Vior se demande s'il aurait pu la convaincre de l'épouser si elle l'avait rencontré plus jeune. Soudain, Serafina frappe sa lame contre le sol et déclare que, quelle que soit l'époque où ils se seraient rencontrés, elle ne deviendrait jamais la femme d'un ennemi. Vior est un peu interdit, puis se met à rire de son air sérieux. Soudain, il s'excuse auprès de Serafina pour son impolitesse. Cersei se demande pourquoi l'attitude de Vior a changé sans raison, alors Nalia lui demande à quel point Serafina était blessée quand les barbares l'ont capturée. Cersei révèle que Serafina n'était pas blessée du tout, mais que son épée s'était brisée pendant le combat. En l'entendant, Nalia fait remarquer que Vior n'a pas vraiment pu vaincre Serafina, il n'a fait que détruire sa lame. Elle explique que dans des circonstances normales, un chevalier et un guerrier peuvent se battre à mort ou jusqu'à ce que l'autre groupe ne puisse plus se battre. Cependant, dans le cas de Vior, malgré son énorme avantage de force sur Serafina et son épée enchantée durable, il n'a gagné que parce que son épée ordinaire a été détruite, non parce qu'il a réellement porté un coup sur elle. Nalia fait remarquer que si Vior devait se battre contre Serafina avec le même équipement, le prochain combat pourrait bien se terminer par sa propre mort. En entendant cela, Cersei avale sa salive, choquée, mais Nalia admet qu'avoir un meilleur équipement que l'adversaire est aussi une stratégie de guerre. Elle se souvient également que Vior n'a pas utilisé sa voix tonitruante contre Serafina, donc peut-être qu'il pourrait renverser la situation dans un vrai combat.
Quand même, elle pense que Vior ne peut pas du tout se vanter de l'avoir vaincu, ce qui le rend complètement embarrassé. Serafina reste silencieuse, alors Vior se sent reconnaissant que le destin lui ait permis de la vaincre ce jour-là. Bientôt, le mari de Nalia, Vidal, rentre à la maison. Son visage s'illumine de joie en voyant Vior. Vidal remet alors son fils à Nalia, qui le serre contre elle, regardant leur famille paisible ensemble. Serafina se souvient de ses jours avec Nalia en tant que chevalière. À l'époque, Nalia était déterminée à détruire les barbares et à s'emparer de leurs terres pour son propre peuple. Mais maintenant elle s'est installée avec ces mêmes personnes dans une vie très paisible. Serafina admet que Nalia a l'air bien plus heureuse en tant que femme au foyer qu'en tant que soldate assoiffée de sang, mais elle est rapidement gênée par ses propres pensées. Ensuite, Vidal et Nalia se lèvent pour leur préparer le dîner. Plus tard dans la nuit, Serafina est seule avec ses pensées sur la plage. Quand Vior s'approche d'elle, elle admet qu'elle ne connaissait rien des terres des barbares. Malgré son ignorance, Serafina a avancé avec l'intention de tuer ces innocents et de s'emparer de leurs terres. Bien qu'elle espère encore apporter quelque chose d'utile pour sauver son propre peuple, Serafina admet que combattre les tribus innocentes est mal. Elle admet que Vior ne mérite pas d'être traité en ennemi, mais elle déclare aussi qu'elle est toujours fidèle au peuple de son royaume. Avec le devoir envers son peuple sur ses épaules, Serafina pense qu'il n'y a aucun moyen qu'elle épouse Vior. Il pense que ses sentiments sont légitimes, mais soudain Serafina admet que ses sentiments personnels sont différents de ses devoirs professionnels en tant que chevalière. Comme elle suggère timidement que le mariage ne serait pas si mal, Vior la taquine pour avoir dit une chose et changé d'avis la seconde suivante. Le lendemain, Vior la taquine à propos de ses actions de la nuit précédente. Serafina prétend que c'était simplement sous le coup de l'impulsion, alors Vior fait semblant d'être déçue. Cependant, elle réalise enfin qu'elle ne peut pas cacher ses sentiments et admet que ses sentiments venaient du plus profond de son cœur. Pendant ce temps, près des terres barbares, une équipe de prêtres du royaume d'Ildoran, menée par la prêtresse Melchius, avance vers l'endroit où se trouve Serafina. Melchius marmonne entre ses dents, furieuse que les barbares sauvages continuent d'enlever les héroïnes de son pays et de bloquer leurs ressources. Alors que l'équipe continue d'avancer, il s'arrête brusquement après avoir vu un buisson remuer à proximité. Tous les soldats épuisés se préparent à affronter un autre dragon, mais ils se détendent en voyant qu'il ne s'agit que d'un cerf. Même dans cette situation dangereuse, Melchius reste calme et sort un épais grimoire. Elle rappelle aux soldats que même s'ils sont entourés par les ennemis les plus puissants, ils peuvent gagner grâce à leur pouvoir magique. Cependant, tout le monde ne croit pas les paroles arrogantes de Melchius. Il lui rappelle qu'ils sont presque à court de provisions et qu'il ne faudra pas longtemps avant que ces terres dangereuses ne les épuisent complètement. Face aux protestations de ses subordonnés, Melchius devient encore plus audacieuse. Elle remet en question leur dignité de soldats et se demande s'ils seraient tous heureux de rentrer chez eux en échec, comme toutes les autres équipes d'expédition. Alors que les soldats se taisent, Melchius déclare que la seule façon de revenir victorieux est de sauver leur précieuse chevalière Serafina et de conquérir les terres barbares une fois pour toutes. Pendant ce temps, de retour à la maison, Serafina s'occupe en coupant du bois avec sa nouvelle épée. Cersei se demande pourquoi elle travaille si dur, alors Serafina lui explique que ses compétences guerrières s'émousseront si elle reste à l'intérieur toute la journée. Cersei réalise que Serafina s'ennuie simplement de sa vie paisible, et Serafina admet que les combats et les réunions de stratégie lui manquent. Puis Cersei lui rappelle que si elle s'ennuie tant de vivre paisiblement chaque jour, elle peut l'aider avec toutes les tâches ménagères. En entendant cela, Serafina explique qu'elle ne sait pas les faire car son grand-père ne l'a jamais laissé faire le sale boulot. Après avoir découvert le mode de vie privilégié de Serafina, Cersei lui dit qu'elle ne s'ennuiera pas de la journée. Elle pointe du doigt l'horizon, d'où un groupe de barbares s'approche de leur maison. Bientôt, une bande de barbares menée par Vior s'arrête devant la maison, et Vior lui-même demande à Serafina si elle veut s'entraîner avec les guerriers de son village. Cersei explique que c'est la manière brute de Vior de lutter contre l'ennui de Serafina, mais Serafina est incroyablement excitée à l'idée d'affronter de vrais guerriers. Avant qu'il ne puisse commencer le combat, Vior demande à Cersei d'apporter l'armure de Serafina. Serafina est surprise qu'ils aient encore son armure de chevalière, alors Cersei explique qu'elle a simplement nettoyé et rangé après la lui avoir enlevée. Malheureusement, le garde-cristal du casque de Serafina est toujours brisé, donc elle ne peut porter que le reste de l'armure. Néanmoins, Serafina est impressionnée que Cersei ait pu lui enlever l'armure alors qu'elle était inconsciente, car l'armure d'Ildoran nécessite un entraînement approprié pour être enfilée et retirée. Une fois Serafina prête, elle sort et accueille tous les challengers prêts à se battre contre elle. En voyant en personne le légendaire casque de cristal, tous les guerriers barbares deviennent impatients de se battre. Cependant, ils doivent tous attendre leur tour, car l'entraînement sera en tête-à-tête. Pour le premier match, un jeune soldat courageux nommé Raham s'avance pour affronter Serafina. Vior présente les deux adversaires l'un à l'autre. Puis il donne le signal du début du match, et Raham dit à Serafina de se battre contre lui avec tout ce qu'elle a. Malheureusement, elle l'écoute littéralement. Il se retrouve vaincu au sol après une seule manœuvre. Puis le père de Raham s'avance pour venger son fils, mais il est également détruit tout aussi facilement. Après que ces deux minables soient tombés, un véritable guerrier nommé Sero s'avance pour affronter Serafina. Avant qu'il ne puisse commencer à se battre, Sero la remercie d'avoir vaincu le dragon à tête d'oiseau.
Il explique que les personnes que Serafina a protégées ce jour-là étaient en fait ses parents, donc il lui est immensément reconnaissant. Serafina est surprise, puis Zéro met son casque pour se préparer au combat. Il charge et frappe avec ses deux épées, mais Serafina bloque ses deux attaques avant de le faire tomber. En voyant le soldat expérimenté perdre si facilement, les barbares sont choqués par la force de Serafina. Puis elle continue à vaincre tous les autres guerriers barbares sauf Vior lui-même. En regardant les combats, même Cersei est choquée par la puissance de Serafina. Vufumek explique que Serafina est si forte à cause de sa volonté. Cersei ne comprend pas le concept de volonté, alors Vufumek lui dit que chaque race des 5 grandes tribus a une longue durée de vie, à l'exception des barbares Cornum, car les autres races vivent si longtemps. Elles ont une attitude joyeuse et décontractée. Cependant, les barbares n'ont pas le luxe d'une longue vie, donc ils sont beaucoup plus passionnés et courageux pour atteindre leurs objectifs. Grâce à cela, ils sont capables de se battre à fond avec leur volonté, qui est un désir puissant de réaliser leurs rêves. En fin de compte, lorsqu'il y a un combat entre deux guerriers d'égale force, la victoire revient à celui qui a la volonté de gagner la plus forte. Pendant que la fée explique cela, Vior et Serafina ont leur propre match d'entraînement. Finalement, le combat dure plus de 2 manœuvres, les deux guerriers s'affrontant à égalité avec leur volonté brûlante. Aucun des deux ne recule, et ils continuent à donner tout leur possible. À la fin, Serafina et Vior brisent tous deux leurs épées d'entraînement en bois, donc le match se termine par une égalité. Et tous les barbares acclament ce combat incroyable, et Vior est soulagé de pouvoir encore tenir tête à Serafina en combattant avec le même équipement. Il lui demande alors si elle s'ennuie toujours. Serafina se sent incroyablement revigorée après tous ces combats extraordinaires, alors elle remercie Vior de l'avoir aidée. Juste à ce moment, un vieil homme s'approche en panique, annonçant qu'un dragon terrestre blessé se dirige vers leur village. Sans perdre de temps, Vior part avec Serafina et les barbares pour faire face à cette nouvelle menace. Alors qu'ils attendent tous dans la forêt, Serafina note que le dragon est bien plus fort que les têtes d'oiseaux qu'elle a combattues dans le village. Elle se demande néanmoins pourquoi autant de dragons attaquent le village, alors que ce sont des créatures paisibles. Même les têtes d'oiseaux savaient d'éviter les barbares, donc Serafina se demande si une force extérieure manipule secrètement ces bêtes pour attaquer les barbares. Elle se souvient alors de l'air sérieux qu'avait Vior lorsqu'il a appris l'apparition de ce dragon. Cependant, elle n'a pas le temps de se détendre, car les soldats barbares attirent le dragon en furie vers le piège. Et une fois la bête apparue, Serafina se prépare à agir, tandis que Vior guide les soldats pour attirer le dragon vers lui. Alors que le dragon les poursuit, il marche sur un piège au sol et perd l'équilibre. Au même moment, des hommes cachés lancent de grandes cordes pour entraver la créature. Le dragon étant immobilisé sur place, Serafina saute de sa cachette et atterrit sur sa tête. Sans lui laisser le temps de se libérer, elle enfonce son épée droit dans l'œil et la tête de la créature, la tuant instantanément. Après la chute du dragon, tous les barbares célèbrent leur victoire. Puis ils commencent tous à nettoyer le cadavre de la créature. Serafina est impressionnée par la taille massive du dragon. Alors Vior explique que celui-ci est un vrai dragon, contrairement aux têtes d'oiseaux. Il révèle qu'il y a longtemps, l'espèce de dragon Morisubi avait des ailes au lieu de 6 pattes. Grâce à la puissance de ses ailes, les dragons pouvaient voler dans le ciel. Serafina est terrifiée à l'idée d'une telle créature volante de grande taille, et Vior lui dit qu'il existe encore d'autres dragons capables de voler. Il mentionne les dragons de flammes volant des montagnes, ce qui rappelle à Serafina les créatures fantastiques des contes de fées. Puis, l'un des hommes nettoyant le dragon appelle Vior pour l'inspecter. Il lui montre une marque sur le corps du dragon, qui semble être la blessure qui l'a rendu fou. Vior note que bien que la plaie soit une étrange brûlure, même la magie elfique ne peut causer une telle blessure. Serafina se demande si la blessure a été causée par la magie, alors Vior acquiesce. Cependant, il lui demande si quelqu'un d'Ildoran a blessé ce dragon, car il est convaincu qu'aucune des 5 tribus ne peut utiliser une telle magie. Serafina ne pense pas non plus que quiconque parmi son peuple puisse utiliser une telle magie, mais elle se souvient alors de l'église connue sous le nom d'Ordre de Comonra. Les prêtres de l'église utilisent habituellement leur magie de lumière pour soigner les soldats et prier lors de leurs funérailles. Pourtant, elle n'a jamais entendu parler de l'église utilisant une telle magie offensive étrange. Avant qu'ils ne puissent discuter davantage, Vufumek arrive pour les informer qu'elle a trouvé des utilisateurs de magie inconnus à proximité. Elle mentionne que ces utilisateurs de magie lancent des sorts sans catalyseur élémentaire, ce qui peut provoquer l'apparition d'une malédiction appelée le fléau. En entendant cela, Vior est choqué, et il ordonne à la moitié de ses hommes de nettoyer rapidement le dragon et de partir pour garder le village. Serafina se demande ce qu'est un fléau. Alors Vior explique que les fléaux apparaissent lorsque quelqu'un va contre l'ordre naturel, en tant que force qui s'oppose à la nature elle-même. Partout où un fléau apparaît, il convoque un démon dangereux. Après avoir entendu ce nom, Serafina réalise que les magiciens créent une véritable menace pour les barbares. À proximité, Melchus et ses soldats luttent pour combattre un dragon. Malgré la faiblesse de ses soldats, elle refuse de reculer et sort son grimoire. Pendant ce temps, Vior et les autres se précipitent vers l'emplacement des prêtres. En arrivant, ils aperçoivent un dragon mort tombé au sol, récemment vaincu par le sort de Melchus. Alors que Serafina aperçoit la prêtresse dérangée refermer son grimoire, elle se précipite vers elle.
Melchius est agréablement surprise que Serafina soit vivante et en bonne santé, mais quand elle remarque Vior et les autres barbares, son expression change. Vior se demande si Serafina connaît ces personnes, alors elle explique qu'elles viennent de son royaume d'origine. En les voyant parler avec une telle familiarité, Melchius est outré et se demande si Serafina a trahi sa nation. Elle lui rappelle que tous les barbares sont des sauvages qui méritent de mourir, mais Serafina lui dit de se calmer. Cependant, la prêtresse insensée refuse de changer sa vision du monde. Elle fait remarquer que le royaume d'Ildoran essaie depuis des siècles de conquérir les terres barbares pour son peuple, donc il est impossible qu'il s'arrête jamais. Puis elle se demande si les barbares ont corrompu l'esprit de Serafina. Serafina est gênée par cette accusation et précise qu'elle n'est pas conditionnée. Pourtant, on dirait qu'elle parle à un mur, car Melchius refuse d'écouter. Au plus profond de sa folie, elle commence à psalmodier un sort malveillant pour attaquer les barbares. Voyant la puissance du sort, Serafina réalise que tous ces dragons ont été provoqués par Melchius et sa magie. Pendant ce temps, Melchius déclare à Serafina que même le destin soutient le royaume d'Ildoran, car ils sont du côté de la justice. Cependant, Vior l'avertit qu'en refusant d'utiliser le pouvoir de la terre et de la nature comme catalyseur pour sa magie, elle a commis une grave erreur. Melchius reste silencieuse, puis elle demande à Serafina de rentrer avec elle. Serafina refuse de partir, alors Vior demande à Melchius si elle est disposée à négocier avec lui. Cela ne fait qu'enrager Melchius, et elle lance enfin un puissant sort offensif pour punir Serafina. Heureusement, Vior se tient devant elle pour la protéger de l'attaque. Bien qu'il encaisse le plein de l'attaque, Vior reste debout sans aucune blessure. Melchius pense avoir gagné, mais elle réalise alors que son ennemi est complètement indemne. Peu impressionnée, Vior l'avertit qu'un sort pathétique comme le sien ne pourrait jamais pénétrer sa volonté. Après cette déclaration, Vior attire Serafina à ses côtés, heureux qu'elle l'ait choisi. En voyant cela, Melchius devient complètement folle et commence à lancer de plus en plus de sorts pour attaquer Vior. Sous l'intensité de sa haine, même l'environnement se met à trembler, tandis qu'une aura maléfique entoure Melchius. Fumec réalise que Melchius a corrompu la nature autour d'eux. Alors que Vior note que la prêtresse insensée est au-delà de tout salut, soudain, l'aura maléfique autour de Melchius disparaît complètement, et des tentacules sombres émergent du sol pour piéger son corps. En un instant, la prêtresse est saisie par une masse de rage noire impitoyable. Serafina s'avance pour aider Melchius, mais Vior l'empêche d'avancer. Malgré les actes de Melchius, Serafina veut toujours défendre une personne de son royaume. Cependant, Vior explique d'une voix grave que Melchius a invoqué le fléau. À cet instant, l'un des tentacules s'approche de la prêtresse terrifiée, un œil sinistre s'ouvrant à son extrémité. En un instant, d'innombrables yeux s'ouvrent sur le corps des tentacules sombres, et Vior déclare qu'un démon dangereux est apparu. Alors que Serafina regarde avec horreur, le démon vicieux commence à dissoudre les vêtements et le corps de Melchius. Vior pense qu'il est trop tard pour la sauver, mais peut-être peuvent-ils la laisser mourir avec un corps intact en tuant le démon le plus rapidement possible. À proximité, Melchius lutte et appelle à l'aide, alors l'un de ses chevaliers attaque le démon. Au début, le chevalier parvient à trancher quelques tentacules. Cependant, il ne peut pas avancer davantage car de plus en plus de tentacules repoussent sans cesse. Soudainement, un tentacule attache la jambe du chevalier depuis le sol avant que le démon ne le tue sans effort. Ensuite, le démon tue le reste des soldats de Melchius pendant qu'elle regarde, impuissante. Après avoir éliminé les chevaliers, le démon commence à se concentrer sur la dévoration de Melchius. Il commence à effacer ses souvenirs fondamentaux pour anéantir son esprit, faisant crier la prêtresse de terreur et de douleur. À ce moment, Vior alerte les barbares pour qu'ils attaquent le démon, mais Serafina est la plus rapide à se précipiter. Elle pense que les barbares n'ont aucune raison de sauver Melchius puisqu'elle a attaqué leur village, mais en tant que chevalier d'Ildoran, elle se sent toujours responsable de protéger son propre peuple. Elle tranche les tentacules qui avancent et continue d'avancer, déterminée à ne pas laisser un autre civil d'Ildoran tomber. Après avoir appris le pouvoir de la volonté, Serafina ressent une poussée de confiance et pense qu'elle peut vaincre même le démon. Elle grimpe sur le corps du démon pour se rapprocher de Melchius, mais le démon refuse de la laisser approcher davantage. Ensuite, il prend Serafina au dépourvu et l'attrape également avec ses tentacules. Alors que Serafina lutte dans l'étreinte du démon, Vior utilise sa voix tonitruante pour étourdir la créature. Son attaque sépare une grande couche de tentacules, exposant le noyau intérieur du démon. Pour se protéger, le démon libère rapidement Serafina, qui rejoint les barbares. Après que Vior l'ait sauvée, Serafina lui dit qu'elle ne veut pas être protégée. Cependant, Vior explique qu'il veut la soutenir pour vaincre le démon. Serafina se demande pourquoi les barbares sont prêts à l'aider à protéger leur ennemi. Alors Vior lui rappelle qu'elle est quelqu'un qui a protégé beaucoup de leurs précieux villageois. Pour rembourser l'immense dette de Serafina, les barbares ne craignent pas de se battre pour Melchius à cause d'elle, même si elle est leur ennemie. Bien que Serafina soit prise au dépourvu par la générosité des barbares, le groupe n'a pas le temps pour des rattrapages émotionnels. Serafina se tourne vers le démon et demande à Vior s'il a un plan. Il explique qu'il peut exposer le noyau intérieur du démon en utilisant sa voix tonitruante afin que Serafina puisse avoir la chance d'attaquer le démon pendant que les barbares le distraient.
Vior demande si Sérafina est à l'aise pour porter le coup final, et elle hoche la tête avec confiance. Ensuite, il utilise sa compétence de voix tonitruante pour étourdir le démon. Le noyau du démon est à nouveau exposé par les puissantes ondes de choc, alors il se précipite pour le couvrir. Cependant, Sérafina tranche la protection inachevée pendant que les autres barbares maintiennent les tentacules du démon loin d'elle. Cela lui donne l'occasion de transpercer le noyau malveillant du démon, mettant fin à sa vie une fois pour toutes. Après la défaite du démon, le mal à l'intérieur de son corps est purifié, se transformant en une lueur brillante qui se déverse sur tout le monde. Sérafina atterrit au sol, mais non sans que Melchius n'atterrisse sur sa tête avec son corps lourd. Ensuite, les barbares ramènent Melchius à leur camp comme prisonnière de guerre. Lorsque la prêtresse se réveille, elle est choquée par les vêtements de prisonnière et les chaînes attachant son corps. Vior et Sérafina entrent dans sa cellule pour prendre de ses nouvelles. À la vue du massif Vior, Melchius pense qu'il va l'agresser et l'humilier avant de la tuer par vengeance, dans une tentative fragile de protéger sa dignité. Elle avertit Vior qu'il subira une punition divine en agressant une prêtresse. En la regardant paniquer, Cersei se demande comment Melchius pouvait faire si dur dans la forêt. Vior se sent également frustré, pensant qu'il n'y a aucun moyen que cette fille insensée l'écoute. Melchius pense naturellement qu'elle ne parlerait jamais à des sauvages, avant de réaliser que Sérafina n'est nulle part visible. Elle pense avoir échoué dans sa mission de sauver Sérafina, mais Vior appelle Sérafina derrière lui pour convaincre Melchius. Cependant, Sérafina est trop occupée à gigoter de gêne en réalisant que Melchius agit de la même manière timide qu'elle le jour de sa capture. Vior pense qu'elle ne devrait pas comparer sa souffrance à celle des autres, mais Melchius est enragé qu'il parle si intimement avec elle. Ensuite, Sérafina lui dit qu'elle ne considère plus les barbares comme ses ennemis. Cette phrase bouleverse complètement le monde de Melchius, puisqu'elle pense que les barbares veulent détruire Ildoran pour avoir envahi leur terre. Sérafina révèle que les barbares ne détestent pas vraiment le royaume d'Ildoran, mais même elle ne sait pas pourquoi ils sont si indulgents envers une nation hostile. Sérafina dit également à Melchius que les barbares ont aidé à la sauver alors qu'elle était piégée par le démon. Cela la laisse complètement silencieuse, alors Sérafina rappelle à Melchius que c'est une mauvaise pratique de rendre la gentillesse par l'hostilité. Voyant à quel point Sérafina s'est assimilée à la culture barbare, Melchius se met à pleurer, pensant que les barbares l'ont souillé et lavé de son esprit. Alors que tous les autres dans la pièce sont horrifiés par son accusation dégoûtante, Melchius continue de pleurer. Vior se demande ce qui ne va pas dans la tête de cette femme. Alors Sérafina explique que la prêtresse admire un peu trop les chevalières. Soudainement, Melchius pointe la tenue de Sérafina, lui rappelant qu'elle est incroyablement révélatrice et inappropriée. Elle suppose que Sérafina a été transformée en jouet des barbares, mais Sérafina la rassure qu'ils lui ont simplement offert des vêtements correspondant à leur culture. Pourtant, Melchius refuse de l'écouter. Elle dit à Sérafina que si la légendaire princesse Wisterija était encore vivante, elle serait incroyablement déçue par ses actions. En entendant son nom, Sérafina devient silencieuse et pense qu'elle a peut-être raison. À ce moment, Vior prend la parole. Il réalise que le peuple d'Ildoran considère Wisterija comme morte puisqu'elle est portée disparue depuis plus de 20 ans. Melchius l'avertit de ne pas parler si légèrement de leur chevalier légendaire, mais Vior l'ignore. Cependant, il prétend soudainement pouvoir facilement organiser une rencontre avec Wisterija. Alors que Sérafina et Melchius regardent, choqués, Vior révèle que la légendaire chevalière disparue Wisterija est en réalité sa mère. Melchius et Sérafina crient d'horreur absolue, et elles attendent Wisterija après s'être calmées. Tout en sirotant du thé, Sérafina pense qu'il est logique que Wisterija soit la mère de Vior, puisqu'elle était après tout leur chevalier le plus fort. Melchius pense que Vior essaie simplement de les tromper, mais Sérafina lui dit que les barbares ont une tradition d'épouser de puissantes chevalières, donc il dit probablement la vérité. Elle parle à Melchius de Nalia, une autre chevalière qui a épousé un barbare et s'est installée dans la tribu. Ensuite, Sérafina dit également à Melchius qu'elle-même s'intéresse à Vior. Melchius est incapable de parler à cause du choc absolu qu'elle ressent. Alors que Sérafina lui rappelle qu'elle n'a pas encore épousé Vior, Cersei la taquine, se demandant pourquoi elle ne l'épouse pas si elle l'aime tant. Sérafina agit comme si elle observait simplement pour en apprendre davantage sur les terres des barbares pour son propre peuple, mais Cersei n'est pas convaincue par son excuse. Ensuite, Sérafina demande à Melchius pourquoi Vior mentirait au sujet de connaître Wisterija, puisqu'il pourrait facilement être prouvé faux s'il ne pouvait pas la trouver. Melchius n'a pas de réponse à cela, alors Sérafina lui dit d'ouvrir un peu son esprit. Puis elle se souvient de ses souvenirs avec Wisterija d'il y a plus de 20 ans. À cette époque, la petite Sérafina avait perdu sa mère, donc Wisterija était la figure maternelle et de grande sœur qu'il a élevée dans l'armée. Depuis lors, Sérafina l'admirait comme son idole, et elle a eu le cœur brisé après la disparition de Wisterija. Maintenant qu'elle a une chance de la revoir, elle se sent incroyablement excitée, quelles que soient ses circonstances actuelles. Soudainement, Sérafina ressent la lourde pression de l'aura d'un chevalier. De l'entrée de la pièce, une femme intimidante entre, accueillant Sérafina et Melchius en tant qu'épouse du grand chef de la tribu. Ensuite, alors que Wisterija se rapproche des filles, Melchius recule d'horreur et Sérafina regarde nerveusement. Wisterija félicite Sérafina pour ses contributions à la tribu barbare et pour sa relation avec son fils.
Parlant avec la grâce d'une véritable leader, soudainement, elle abandonne son attitude hautaine et affiche un sourire familier. En entendant sa voix, Séraphina a les larmes aux yeux, incrédule. Wisterija abandonne tout son jeu gracieux et se précipite vers Séraphina, la serrant fort et l'adorant. Elle se plaint qu'elle avait voulu voir Séraphina plus tôt, mais qu'elle a dû attendre au cas où son apparition causerait des problèmes à Vior. Ensuite, Vior entre, regardant sa mère torturer la pauvre Séraphina. Il lui dit d'arrêter de harceler la fille, mais Wisterija se retourne et lui demande où il en est dans sa conquête de Séraphina. Après avoir renversé les rôles, c'est au tour de Vior d'être embarrassé, et il dit à sa mère qu'il essaie de gagner le cœur de Séraphina. En entendant cela, elle se met à rire de lui, pensant qu'il n'obtiendra jamais une fille en agissant si guindé. Alors que Wisterija continue de taquiner son fils et sa future belle-fille, Melchius regarde, émerveillé. Elle se demande si ce brute géante est vraiment la princesse chevalière légendaire, alors Wisterija se tourne pour la regarder. Elle note que Melchius vient de l'ordre des roturiers, qu'elle considère comme une secte pleine de menteurs. Naturellement, Melchius est offensé par sa remarque, alors Wisterija l'ignore, disant qu'elle ne se soucie pas de l'histoire inutile de toute façon. Ensuite, des dames frappent à la maison pour appeler Vior et Wisterija. Wisterija se lève pour un événement et dit à tout le monde de venir avec elle, alors Séraphina se demande ce qui se passe. Wisterija explique que puisque Séraphina a aidé à vaincre un dragon enragé et un démon encore plus terrifiant, la tribu organise un festin de célébration en son honneur. Ensuite, tout le monde sort sur la plage et profite d'un grand festin. En regardant les barbares préparer la viande de dragon, Séraphina note qu'ils veillent à utiliser chaque partie de l'animal. Elle pense que les barbares font cela pour honorer la vie de l'animal afin d'éviter que son corps ne soit gaspillé. Ressentant les émotions sincères des gens, Séraphina est heureuse d'avoir décidé de s'installer ici. Elle se concentre ensuite sur la friandise savoureuse entre ses mains. Vior vient manger avec elle et lui offre une collation encore plus savoureuse avec une délicieuse sauce dessus. Après une seule bouchée, Séraphina tombe instantanément amoureuse de la viande juteuse. Vior explique que la viande de dragon a un goût incroyable si elle est bien conservée, c'est donc un bien commercial de grande valeur. Surprise, Séraphina continue de savourer le mais précieux entre ses mains. Ensuite, Wisterija vient et lui donne de la bonne liqueur qu'il enverra sur une autre planète. Bien que Séraphina soit terrifiée par la boisson, elle l'accepte et la boit en privé. Pendant ce temps, Melchius regarde, complètement choqué par son comportement dépravé. À proximité, Cersei lui offre de la viande. Melchius agit comme si elle était trop bonne pour accepter de la nourriture de sauvage, mais son estomac commence à se plaindre de sa suffisance. Cersei la taquine pour avoir refusé la nourriture malgré sa grande faim, se demandant pourquoi elle est si obsédée par sa fierté. Ensuite, elle explique que bien qu'elle déteste les roturiers pour leurs mensonges et leurs actions mauvaises, il y a longtemps, un prêtre d'Ildoran lui a donné de la nourriture par charité. Melchius est surprise, alors Cersei lui jette de la viande chaude directement dans la bouche. Après avoir lutté avec la nourriture, la prêtresse devient silencieuse. Cersei lui rappelle que Séraphina lui a sauvé la vie avec beaucoup de travail, donc elle devrait la chérir au lieu de mettre sa propre survie en danger. Alors que Melchius accepte enfin la nourriture, elle se met à pleurer, pensant à tous les chevaliers venus avec elle, sachant qu'ils sont morts parce qu'elle était trop têtue pour arrêter de poursuivre Séraphina. Melchius se blâme d'avoir causé leur mort et d'en être sortie vivante. Cersei se sent également contrariée, mais elle dit à Melchius que ses chevaliers ont fait le choix de la rejoindre, donc ce n'est pas sa faute s'ils sont morts en soutenant sa cause. Le syndrome du survivant de la prêtresse et ses sentiments pour ses camarades tombés éveillent quelque chose dans le cœur de Cersei, et elle se sent incroyablement contrariée en pensant à la valeur de la vie pour le peuple d'Ildoran. Ailleurs, Séraphina s'assoit avec Wisterija pour se remémorer leur passé. Wisterija est heureuse que Séraphina s'adapte si bien à la tribu barbare. Elle complimente à quel point le collier de fiançailles lui va bien, mais Séraphina est trop stupéfaite pour accepter ses éloges. Elle réalise enfin que le collier avait une signification plus profonde, mais elle ne l'avait jamais réalisé puisque les Hildoriens font les fiançailles avec des bagues. Wisterija explique que les barbares utilisent des colliers au lieu de bagues car leur peuple perd fréquemment ses membres lors des attaques de dragons. Ensuite, elle révèle également que les barbares ont adopté la pratique des cadeaux de fiançailles par respect pour la culture d'Ildoran. Avant qu'ils ne commencent à accepter les chevaliers d'Ildoran, les barbares n'avaient pas de cérémonie de mariage formelle, donc leur relation tribale était assez sauvage. Il y a des centaines d'années, lorsque les barbares ont affronté pour la première fois les forces d'Ildoran, ils ont commencé à retourner sur leur terre avec quelques prisonniers de guerre. Finalement, ces prisonniers tombaient amoureux des barbares et s'installaient dans leur tribu. Maintenant, après tant d'années, il est assez courant pour les barbares d'avoir quelques Hildoriens dans leur famille. Après cette explication, Wisterija explique qu'elle ne s'oppose absolument pas à la relation de Séraphina avec Vior. Bien qu'elle pense que Séraphina a la liberté de choisir qui elle veut, elle encourage Séraphina à aller vers Vior si elle l'aime vraiment. Cependant, Séraphina pense qu'elle ne mérite pas une romance avec Vior car elle a un devoir envers son peuple. Séraphina pense qu'elle ne mérite pas le bonheur avant d'avoir accompli sa mission, mais Wisterija se demande comment elle peut rendre les autres heureux sans avoir connu le bonheur elle-même. Elle dit à Séraphina de bien réfléchir et de déterminer ce qu'elle veut faire, alors Séraphina tombe dans une profonde réflexion après son départ. Quelques minutes plus tard,
Vior s'approche d'elle, expliquant que l'Alliance tribale organise bientôt une cérémonie de purification. Seraphina se demande ce que c'est, alors Vior lui dit qu'elle est sur le point de découvrir l'un des plus grands secrets de leur terre. Le lendemain soir, Seraphina se retrouve dans un rêve entouré d'un monde d'eau. Perdue, elle regarde autour d'elle et aperçoit une série de lumières clignotantes dans l'eau. Soudain, une immense créature aquatique apparaît devant elle. Seraphina se demande si c'est un poisson, mais elle réalise alors qu'il ressemble au dragon qu'elle a aidé à vaincre l'autre jour. Puis, le dragon dit à Seraphina qu'il est content d'avoir fait son choix. Cela la laisse complètement stupéfaite, mais avant qu'elle puisse lui poser une question, le rêve prend fin. Après son réveil, Seraphina se sent désorientée par son étrange rêve. Elle se demande si l'esprit du dragon qu'elle a vaincu a infecté son corps d'une manière ou d'une autre. Puis, une voix étouffée provient des environs alors que Seraphina réalise qu'elle a écrasé Vufumek avec sa main. Pendant ce temps, dans le village barbare, Melchus regarde avec Cersei tandis que tous les autres se préparent pour le grand rituel de purification. Comme c'est la première fois de Melchus en terre barbare, elle est choquée par les fées et les elfes, tout comme Seraphina l'était quand elle les a vus pour la première fois. Melchus n'arrête pas de paniquer à propos des fées et des elfes. Alors Cersei lui dit de croire en leur existence, comme dans les contes de fées que son église sectaire lui racontait. Alors que la pauvre prêtresse est réduite au silence par le choc, Reja, Vior et Seraphina s'approchent d'elle. Reja rappelle à Melchus que c'est elle qui a causé le fléau du démon, ce qui explique pourquoi il la force à assister à la cérémonie de purification. Melchus tente de protester, mais Karka lui dit qu'il est important d'affronter les conséquences de ses propres actes. Soudain, Vior demande à Melchus si elle se souvient de son nom. Elle se demande pourquoi il lui demande un détail aussi intime, puis elle réfléchit un peu à son passé. Melchus se souvient qu'un abbé lui a donné son nom de famille, mais quand elle essaie de penser à son vrai nom, elle est incapable de se rappeler comment on l'appelait. Melchus tente de fouiller dans ses souvenirs, mais elle ne se souvient de rien au-delà de 6 ou 7 ans. Seraphina est choquée, mais Vior s'y attendait pleinement. Il explique que Melchus a perdu ses souvenirs à cause du démon, mais heureusement, elle a pu s'échapper avant de perdre complètement sa personnalité. Cersei pense que Melchus est mieux sans aucun souvenir de la secte, ce qui la met encore plus en colère. Face à la colère de Melchus, elle n'arrête pas de la narguer davantage. Cela fait que Melchus s'emporte, et les deux jeunes filles commencent à lutter l'une contre l'autre dans un combat acharné. Vior se demande s'il devrait arrêter le combat, mais Seraphina lui dit que ce ne sera pas dangereux du tout. Pendant ce temps, Reja les encourage, impatiente de voir un véritable combat. D'abord, Cersei plaque Melchus au sol, sentant qu'elle a déjà gagné. Et d'une manière ou d'une autre, Melchus la retourne et renverse complètement la situation. Elle se vante fièrement d'avoir toujours été apte à partir en expédition, donc elle peut très bien gérer un peu de combat à main nue. Puis, Melchus se met à tirer sur les jolies joues de Cersei et lui rappelle qu'elle a reçu la charité de l'Église il y a longtemps. Cela signifie que Cersei est originaire d'Île-d'Oran, mais elle fait taire Melchus avant qu'elle ne puisse dire le reste. Finalement, après l'avoir étranglée jusqu'à l'inconscience, Cersei remporte la victoire. Seraphina se prépare à porter le poids mort de Melchus. Avec la prêtresse hors d'état de nuire, Reja pense que c'est une excellente occasion pour les 3 filles de prendre un bain dans la rivière. Karka trouve aussi que c'est une bonne idée, mais Seraphina hésite à laisser tout le monde gérer les préparatifs de la purification. Pourtant, Reja la rassure en lui disant qu'elles peuvent très bien s'en occuper, alors Seraphina finit par accepter. Un peu plus tard, elle déplace Melchus vers une maison sûre pour qu'elle puisse se reposer. Pendant qu'elles attendent son réveil, Cersei confirme qu'elle est bien originaire d'Île-d'Oran. Elle explique qu'elle faisait partie du cursus de culture orientale d'Île-d'Oran il y a plusieurs années. Seraphina avait déjà relevé les indices à la façon dont Cersei méprisait la culture noble d'Île-d'Oran et à la manière dont elle l'appelait « chevalier » au lieu de « guerrière ». Cependant, elle sait aussi qu'apprendre à équiper et à enlever une armure ne fait pas partie des tâches habituelles du cursus de culture. Au lieu d'expliquer pourquoi elle le sait, Cersei dit à Seraphina qu'elle préfère laisser son identité dans le passé. Maintenant, elle se considère comme faisant partie de la tribu Cornum et comme la servante de Vior, elle demande donc à Seraphina de la traiter de la même manière. Seraphina hésite un peu, mais elle acquiesce, respectant ses souhaits. Elle demande alors à Cersei si elle veut complètement oublier sa terre natale, mais Cersei lui répond qu'elle ne peut littéralement pas s'en souvenir, même si elle essayait. Ensuite, les 3 filles se dirigent vers la rivière une fois que Melchus s'est réveillé. En chemin, Melchus n'arrête pas de se plaindre que Cersei l'a assommé. Cersei lui rappelle que si elle ne l'avait pas endormi, elle n'aurait cessé de marmonner sur ses souvenirs perdus pour le reste de sa vie. Cela la met encore plus en colère, alors Seraphina demande à Melchus de se calmer. Melchus se plaint, se demandant pourquoi on la force à rester avec Cersei même après qu'elle a humilié en public. Finalement, Cersei lui dit la dure vérité. Son corps pue plus qu'une étable. Melchus est mortifié par son accusation, mais Cersei fait remarquer qu'elle sent le sang, la sueur et tout un tas d'autres fluides corporels suspects. Elle se demande quand Melchus a pris un bain pour la dernière fois, alors la pauvre prêtresse se souvient qu'elle était en expédition ces dernières semaines. Gênée, Melchus admet qu'il y a plus de 2 semaines qu'elle ne s'est même pas douchée dans la nature. Même Seraphina se transforme en même de la tapotement d'épaule et dit à Melchus qu'il est peut-être temps qu'elle accepte son sort et purifie véritablement son corps. Quelques minutes plus tard,
Les 3 filles se détendent dans la grande rivière. Melchius se sent un peu en insécurité, alors Cersei la rassure en lui disant qu'elles seront tranquilles car cette rivière est le territoire de Viora. Même dans la rivière fraîche, Melchius ressent le mal du pays pour Hildoran. Séraphina lui dit que si elle veut rester avec elle, elle devra attendre beaucoup plus longtemps car elle n'a pas l'intention de revenir de sitôt. Puis elle dit à la prêtresse de finir de se laver rapidement et de partir avant d'attraper froid à cause de l'eau. Après que les filles soient sorties du bain, elles font griller du poisson que Séraphina a attrapé dans la rivière. Une fois le poisson cuit, Séraphina et Cersei en prennent avidement une bouchée, tandis que Melchius hésite. Elle finit par grignoter le poisson, réalisant qu'il est délicieux malgré la simplicité de la cuisson. Soudain, le cri d'un oiseau nicheur fait sursauter Melchius, et Séraphina note qu'il est presque l'heure pour la cérémonie de purification de commencer. Plus tard, tout le monde se dirige en groupe vers la zone de purification. En chemin, quelques anciens discutent des exploits de Séraphina, heureux qu'elle ait détruit le démon alors qu'il était encore dans son cocon. Séraphina est surprise d'être devenue le sujet de conversation du village, alors Vufumec lui dit fièrement que c'est entièrement son fait. À proximité, Vior se souvient que l'exploit héroïque de Séraphina s'est terminé assez tragiquement après que Melchius lui soit tombé en plein sur la tête. Séraphina est immédiatement gênée et fait comme si avoir baissé sa garde était tout à fait naturel après avoir vaincu un ennemi hideux comme le démon. Vior rit, trouvant sa réaction raisonnable. Vufumec dit à Séraphina qu'elle a répandu la nouvelle pendant qu'elle était inconsciente. Séraphina la remercie pour tout son travail, mais Vufumec fait remarquer qu'elle ne peut pas du tout se sentir fatiguée par le travail. Vior explique que comme les fées sont considérées comme une force de la nature, elles ne ressentent pas les choses exactement comme les autres créatures. Il révèle également que les fées pourraient avoir du mal à distinguer 2 personnes l'une de l'autre, mais Vufumec agit comme si elle pouvait facilement se souvenir de toutes les personnes qu'elle considère importantes. Continuant à se chamailler, ils arrivent tous enfin au site de purification. Une fois sur place, Vior constate que la terre est en très mauvais état. Devant tout le monde, une grande étendue de terre stérile s'étend, couverte d'une poussière blanche et sans vie. Melchius est choqué par l'apparence de la terre et gratte un peu de poussière blanche pour l'observer de près. Séraphina note que c'est la zone où ils ont combattu le démon, alors Vior lui dit que cette poussière blanche est un autre effet secondaire du fléau. Il révèle que si les créatures vivantes ont des volontés, les 4 forces de la terre, vent, eau et feu ont également leur propre forme de volonté. Vior explique que si la volonté d'une créature vivante disparaît complètement lorsqu'elle lui est retirée, la volonté de la terre ne meurt pas complètement. Au lieu de cela, elle stagne et devient corrompue, oubliant l'état originel de la terre et la transformant en une terre désolée de poussière blanche. Après cette sombre explication, Vior dit à Séraphina qu'il a appris tout ce qu'il sait de Karka. Karka dit qu'il peut expliquer les choses un peu plus en détail, mais d'abord, il demande à voir le livre de Melchius, qui a causé le fléau à l'origine. Vior lui tend le sinistre texte qu'elle a utilisé, alors Karka l'examine. Pendant que Melchius s'emporte, Cersei la retient. Karka note que le livre est plein de magie qui vise à transformer la matière en chaleur et en lumière à des fins offensives. Il pense que cette magie est complètement inutile, mais Séraphina fait remarquer que Melchius faisait de sérieux dégâts avec. Karka explique que même si les sorts de Melchius produisent une forte puissance offensive, sa race elfe n'a jamais utilisé la magie à des fins violentes. Il note ensuite qu'il est déjà le milieu de l'après-midi, donc il est temps de commencer la cérémonie de purification de la terre. Bientôt, toutes les races barbares commencent à apporter des matériaux étranges. Séraphina regarde avec émerveillement, alors Karka explique qu'ils apportent des matériaux représentant les 4 éléments comme catalyseurs pour leur purification. Après avoir assemblé tous les matériaux, les barbares offriront une prière, essayant de faire en sorte que la terre se souvienne de son état originel. Bientôt, tous les matériaux sont en place, disposés selon une étrange formation. Karka fait signe à Vior de commencer, alors il met son casque. Il se tient ensuite devant le cœur de la formation. Karka tient son bâton et se concentre, commençant à réciter le chant de purification. Bien que Séraphina ne comprenne pas ses paroles, elle regarde tous les catalyseurs répondre à l'appel de Karka et grossir. Karka continue son chant, augmentant la férocité des catalyseurs, tandis que Vior lève son épée et se prépare à frapper. Finalement, lorsque les catalyseurs sont au sommet de leur puissance, Vior rugit et frappe le cœur de la formation avec son épée. Son coup envoie une grande onde de choc dans la région, et Vior lutte pour maintenir sa lame en place. Séraphina regarde, choquée, alors que le sol sous sa lame redevient fertile, et bientôt toute la terre désolée blanche est purifiée de son sinistre destin. Après avoir terminé la cérémonie, Vior se retourne pour voir si Séraphina a apprécié. Cependant, il la trouve en train de pleurer sans raison apparente, incapable de contrôler ses larmes. Ensuite, tous les barbares passent leur journée à replanter des jeunes arbres dans la terre fraîche. Séraphina est surprise qu'après le grand rituel de purification, ils travaillent tous ensemble comme s'il s'agissait d'une simple sortie. Vior demande à Séraphina ce qu'elle pense. Alors elle explique qu'elle est surprise par la simplicité du travail. Il pense que les forêts sont sauvées par rien d'autre qu'un travail simple. Cependant, Vior fait aussi remarquer que s'ils n'accomplissent pas ce travail simple avec grand soin, cela causera d'immenses problèmes pour leur génération future.
Vior pense qu'une personne ne devrait pas se concentrer uniquement sur son présent car cela peut facilement lui faire perdre de vue ce que l'avenir lui réserve. Il explique qu'un démon est le reflet de la cupidité d'une personne égocentrique. Karka intervient et révèle que Melchius a déclenché un démon en drainant la volonté de la Terre pour ses sorts. En réponse, la Terre a utilisé ce démon pour lui drainer ses souvenirs et sa personnalité. Sérafina est choquée que le démon soit si vicieux, mais Karka lui dit que Melchius a eu de la chance de s'en sortir avec seulement une perte de mémoire à long terme. Il note qu'habituellement, les victimes d'un démon ne survivent pas à l'attaque, elles finissent donc par perdre toute leur personnalité et leur sentiment d'identité. Heureusement, Melchius a été sauvée après avoir perdu juste un peu de sa mémoire, donc elle peut être considérée comme une personne purifiée. Pendant ce temps, alors que Melchius travaille à replanter quelques jeunes arbres, Cersei lui dit que son nom est un nom commun donné à tous les orphelins élevés par l'une des branches de l'Église. Elle lui dit qu'il est préférable d'abandonner ce nom et d'avancer, alors Melchius se plonge dans ses pensées. Ensuite, Sérafina s'assoit près de la nouvelle forêt avec Vior, pensant à quel point le fléau est terrible. Elle dit à Vior qu'après avoir vu les valeurs morales des barbares et leur lien avec la nature, elle comprend enfin le genre de personnes qu'ils sont. Vior hoche silencieusement la tête, écoutant sérieusement ses opinions changer. Quelques jours plus tard, Sérafina et Rija s'entraînent ensemble pour se remémorer le bon vieux temps. Rija fait l'éloge des capacités de Sérafina, qui conserve toujours du respect pour elle en tant que son aînée parmi les chevaliers, tandis que les deux échangent des coups. Le combat semble être équilibré, à les regarder s'affronter. Melchius trouve incroyable que Sérafina puisse tenir tête à la légendaire chevalière Rija. Cependant, Cersei fait remarquer que Rija n'a pas encore utilisé toute sa force avec ses deux épées. Effectivement, lorsque Rija commence à forcer un peu plus, elle prend facilement Sérafina au dépourvu avec une attaque chargée de volonté. Elle repousse Sérafina. Malgré tout, Sérafina continue de se battre et fait voler l'une des épées de Rija. Finalement, Rija utilise une attaque surprise en jetant de la terre au visage de Sérafina, ce qui la distrait suffisamment pour lui permettre de remporter la victoire. Après le match, Rija admet que Sérafina la battrait probablement si elle ne se retenait pas par politesse à cause de son admiration. Sérafina se demande pourquoi elle a eu recours à la terre si elle savait qu'elle la laisserait gagner de toute façon. Rija explique que si elle était encore une chevalière pure, elle aurait affronté avec toutes les tactiques honorables d'une noble. Cependant, elle souligne que dans les contrées barbares, Sérafina fera face à toutes sortes de monstres étranges. Elle doit donc être prête à subir des attaques de terre ou d'autres tactiques déloyales sur le champ de bataille. L'explication de Rija rappelle une histoire à Sérafina. À l'époque où Rija était encore chevalière, elle s'est fait passer pour une fille ordinaire et s'est laissée kidnapper par une bande de brigands. Après que les brigands l'eurent emmenée à leur base, Rija a finalement montré son vrai visage et les a tous massacrés. En réalité, Rija a toujours été libre d'esprit, et Sérafina gagne encore plus de respect pour elle. Ensuite, Rija remarque qu'elle a sali son collier de fiançailles avec son attaque. Elle dit à Sérafina de le laver, mais la pauvre fille ne sait même pas si le collier peut être enlevé. Rija fait remarquer qu'il est impossible qu'ils aient fabriqué quelque chose sans cette fonction, explique que le collier nécessite une poussée de volonté pour l'enlever. Elle explique à Sérafina qu'elle doit utiliser sa volonté pour souhaiter que le collier se détache. Sérafina obéit et essaie, et lorsqu'elle injecte sa volonté dans le collier, il se détache facilement. Rija explique que puisque Sérafina n'a jamais souhaité que le collier se détache auparavant, il est resté autour de son cou, mais elle ne réalise pas ce que cela signifie quant à ses sentiments pour Vior. Quelques minutes plus tard, Sérafina lave le collier et essaie de le remettre. Malheureusement, lorsqu'elle utilise sa volonté pour le rattacher, cela ne fonctionne pas. Sérafina rapporte le collier à Rija, qui lui dit qu'il y a un petit rituel nécessaire pour remettre un collier de fiançailles. Elle prétend que Sérafina doit se faufiler derrière la personne à qui elle est fiancée et lui verser de l'eau sur le corps. Ensuite, elle doit chuchoter à son oreille et demander son identité. Si la personne dit son nom, Sérafina pourra facilement rattacher le collier à son cou. Cersei regarde, confuse, tandis que Rija escroque Sérafina en lui faisant croire qu'elle doit accomplir une sorte de rituel sur Vior juste pour remettre son collier. Sérafina ne croit pas que cette étrange séquence d'étapes l'aidera à le remettre, mais Rija la rassure. Si elle suit son rituel, elle finira par porter le collier à nouveau. Finalement, Sérafina part, déterminée à réussir sa mission. Cersei se demande pourquoi Rija lui a raconté tant de mensonges, mais Rija fait remarquer qu'elle n'a jamais directement affirmé que le rituel était destiné à remettre le collier. Au lieu de cela, elle espère que si Sérafina se rapproche de Vior, ils pourront faire avancer leur relation. Cersei comprend pourquoi elle essaie, mais elle pense que Rija est déraisonnable de s'immiscer dans leur relation. Pendant ce temps, Sérafina se prépare à asperger Vior d'un seau d'eau entier sans se faire voir, tandis que le pauvre homme s'occupe de certaines affaires avec Eufa. Son enfant pointe derrière eux. Aucun des deux adultes ne sait ce qu'il montre, alors quand ils regardent derrière eux, Sérafina est surprise et laisse tomber tout le seau sur la tête de Vior. Au lieu de lui fournir une explication, elle s'enfuit tout simplement et se promet de s'excuser plus tard. Ensuite, Sérafina interroge Cersei sur la routine de Vior. Comme elle veut le prendre au dépourvu, elle décide qu'il est préférable de se cacher pour lui tendre une embuscade. Cersei lui dit quelle est sa routine et l'envoie. Après quoi, Vior lui rend visite. Vior lui demande où est Sérafina,
alors elle lui dit qu'elle vient de sortir. Il se lève pour partir la trouver, mais Rija l'arrête, exigeant de savoir comment se passe sa relation avec Serafina. Rija dit à Vior que s'il veut se rapprocher de Serafina, il doit la surprendre avec un cadeau. Vior se demande quel serait un bon cadeau pour sa fiancée, alors Rija réfléchit. Puis elle lui dit qu'il devrait lui offrir de la bonne nourriture, mais un plat qui n'est pas couramment vu. Elle pense que ce serait un excellent cadeau pour Serafina, alors Vior acquiesce et se lève pour partir. Ensuite, Cersei dit à Serafina que Vior est allé arroser les jeunes arbres dans la zone de purification. Sa cible acquise, Serafina se prépare à repartir en mission. Avant de partir, elle annonce fièrement à Melchius qu'elle se lance dans son périple, ce qui ne fait que semer la confusion chez la pauvre prêtresse. Pendant ce temps, Vior regarde autour de lui dans la zone de purification, notant que les jeunes arbres poussent bien. Serafina tente de l'attaquer depuis un arbre, mais il remarque rapidement sa présence. Elle se cache derrière l'arbre, se demandant comment elle pourra jamais s'approcher de lui par derrière s'il la détecte sans cesse. Vior demande à Serafina ce qu'elle fait, mais elle prend peur et s'enfuit. Serafina refuse d'abandonner encore. Elle essaie d'être plus offensive et s'approche furtivement de Vior, déguisée avec un drôle de chapeau. Malheureusement, ces chapeaux sont encore plus voyants que le fait de se cacher dans l'arbre, alors Vior la détecte à chaque fois. Finalement, Serafina pense que sa tâche est impossible, et elle se met à pleurer de frustration, hurlant devant un lac. Melchius se demande si Serafina a besoin d'une thérapie. Serafina se demande si elle doit continuer à essayer ou abandonner, mais elle décide d'essayer une dernière fois en utilisant les stratégies douteuses de Rija. De retour à la maison, Cersei demande à Vior comment poussent les jeunes arbres dans la zone assainie. Il lui dit que tout va bien, mais ensuite Vior mentionne qu'il est inquiet pour Serafina. Cersei sursaute, car Rija lui a demandé de garder le plan de Serafina secret pour lui. Néanmoins, elle lui demande ce qui ne va pas, alors Vior lui dit que Serafina est peut-être fâchée contre lui. Il repense à son collier de fiançailles, se rappelant qu'il le lui a mis autour du cou pendant qu'elle dormait parce qu'il avait peur d'être rejeté. Maintenant que Serafina ne porte plus le collier, Vior se demande si elle le rejette vraiment à cause de sa lâcheté. Cersei est surprise par ses inquiétudes, mais elle le rassure en lui disant que Serafina n'est pas du tout fâchée. Pourtant, il pense qu'il doit une explication à Serafina et décide de lui avouer ses véritables sentiments une fois pour toutes. Pendant ce temps, Serafina demande à Melchius de l'aider dans son plan. La prêtresse se demande si Serafina a changé d'avis, et elle commence à comploter pour l'aider à s'échapper des contrées barbares. Cependant, Serafina lui fait simplement enfiler ses propres vêtements. Alors que Vior s'approche de la maison pour parler à Serafina, il trouve Melchius habillé avec ses habits. Incapable de la reconnaître de loin, il pense que c'est Serafina elle-même et se met à la poursuivre. Cependant, lorsque Vior rattrape enfin Melchius, il se rend compte que ce n'est pas Serafina. Soudain, un seau d'eau trempe Vior de la tête aux pieds. Serafina se précipite pour lui couvrir les yeux par derrière, mais elle est distraite par son visage rasé de près. Elle parvient néanmoins à couvrir les yeux de Vior et à poser la stupide question que Rija lui a dit de poser. Vior sait déjà de qui il s'agit, mais il dit quand même le nom de Serafina pour l'apaiser. Après la fin du rituel, Serafina fait un saut en arrière et ordonne à son collier de se rattacher à son cou. À sa grande surprise, il reste complètement inerte, comme si rien ne s'était passé. La voyant lutter pour remettre son collier, Vior se demande ce qui ne va pas. Serafina lui parle du rituel de Rija, et il comprend enfin pourquoi elle a agi si étrangement toute la journée. Vior lui dit l'évidence, le rituel n'a aucun sens, et la pauvre Serafina hurle d'horreur. Ensuite, Vior confronte Rija pour avoir dupé sa pauvre fiancée. Rija refuse de prendre ses responsabilités, alors il ignore. Serafina décide poliment de pardonner à Rija par respect pour son rang, et Rija se fâche et leur dit d'oublier tout cela et de passer à autre chose. Cersei fait remarquer que puisque Serafina respecte tant Rija, elle croira littéralement tout ce qu'elle dit, et qu'elle devrait donc cesser de profiter d'elle. Serafina s'excuse alors auprès de Vior de l'avoir dérangée toute la journée. Il lui pardonne et lui demande plutôt sa compagnie, ce que Serafina accepte. Les regardant tous les deux, Rija décide tranquillement de les suivre. Tard dans la nuit, Vior emmène Serafina se promener. Il lui demande son collier de fiançailles, explique qu'un serment est nécessaire pour le mettre. Après ces explications, Vior demande à Serafina s'il peut lui remettre le collier. Serafina rougit de honte, mais elle accepte quand même de le laisser lui remettre. Vior est soulagé qu'elle ne le rejette pas, et il commence à lui réciter le serment. Il jure sur tout le pays son amour pour Serafina et lui place le collier autour du cou. Puis Vior prie pour qu'aussi longtemps que Serafina aura des sentiments pour lui dans son cœur, ils puissent rester liés. Après avoir achevé la prière, le collier reconnaît ses sentiments et se remet facilement autour du cou de Serafina. Vior demande à Serafina d'accepter ses sentiments, et elle acquiesce après avoir surmonté sa gêne. Observant cette scène au loin, Rija espère que son fils a réussi à conquérir Serafina. Cersei ne peut pas se soucier de lui, mais elle montre Melchius du doigt, qui traverse une crise à l'idée que sa précieuse Serafina accepte les sentiments d'un barbare. Rija se sent aussi mal pour elle et se demande si elle devrait réconforter la pauvre fille. Pour éviter que son chef ne se salisse les mains, Cersei décide de réconforter Melchius à sa place. Alors que les pleurs de Melchius résonnent dans la nuit,
Rija constate que la mission de Vior a heureusement été un succès. Quelques jours plus tard, Melsius regarde Seraphina passer ses jours au sein de la tribu barbare. En voyant Seraphina rassembler des ressources et passer son temps comme les autres barbares, elle se demande si Seraphina est complètement tombée sous le charme du camp ennemi. Craignant de la perdre, elle rappelle à Seraphina ses projets de retourner un jour à Hildoran. Cependant, Melsius fait également remarquer qu'elle porte le collier de fiançailles malgré ses paroles précédentes, et elle se demande si Seraphina était sincère quant à sa promesse antérieure. Seraphina rougit de honte d'être ainsi démasquée, et elle réalise qu'elle n'a aucune défense pour ses actes. Voyant cela, Melsius l'avertit qu'il pourrait être imprudent de se lancer dans un mariage avec les barbares avant même d'être retourné dans sa patrie. Seraphina explique qu'elle a suivi le conseil de Rija de trouver son propre bonheur, et qu'elle n'a donc pas refusé la proposition de fiançailles avec Vior. Melsius pense tout de même qu'elle devrait y réfléchir à 2 fois, car Rija ne lui donnerait que des conseils favorables aux barbares, puisqu'elle est elle-même l'épouse du grand chef. Finalement, Seraphina tente de rassurer Melsius en lui disant qu'elle n'oubliera jamais son devoir noble en tant que chevalière. Malheureusement, son manque de conviction ne parvient absolument pas à convaincre la prêtresse. Melsius fait remarquer qu'elle est plus indécise qu'un bambin, alors Seraphina lui répond qu'elle essaie très fort de prendre une décision. Malheureusement, comme elle n'a connu que les épées et la guerre, elle n'a aucune idée du genre de bonheur qui existe en dehors de ces choses. Bien que Melsius soit désolée pour l'état pitoyable de Seraphina, elle se demande comment une chevalière aussi forte qu'elle a pu se transformer si facilement en une jeune fille rougissante. Seraphina explique qu'elle n'a jamais été une personne aussi forte. Au contraire, elle pensait simplement accomplir son devoir de noble qui avait un talent pour la guerre. À l'époque, elle ne ressentait aucun autre but dans la vie, alors elle est tombée dans une obsession pour la guerre. Seraphina sait qu'elle a pu paraître comme une chevalière désintéressée aux yeux des autres, mais en réalité, elle n'était qu'une passionnée obsédée. Cependant, après être arrivée dans les terres barbares, elle a découvert que personne là-bas ne se souciait de son statut de capitaine des chevaliers. Pour eux, elle n'était qu'une autre de ces envahisseuses venues de l'Ouest qui pillaient parfois leurs terres. Après avoir vu l'attitude insouciante et indulgente des barbares, Seraphina a commencé à se demander s'il était juste de les combattre, même si c'était pour le bien de son peuple. Bien qu'elle ne regrette pas ses actions passées en tant que chevalière, elle ne sait pas où aller à l'avenir après avoir appris tant de choses nouvelles. Melsius se demande si elle va abandonner Hildoran, alors Seraphina repense à sa patrie. Après tant d'expéditions vers l'Est, le royaume d'Hildoran a gagné quelques terres au fil du temps. Mais cela s'est aussi fait au prix de nombreux guerriers comme elle, alors Seraphina se demande si les maigres gains en valaient vraiment la peine. Elle sait que ce n'est pas une décision facile de choisir sa patrie plutôt qu'un endroit où elle peut vraiment être heureuse, mais elle devra éventuellement faire un choix entre les deux. Bientôt, Cersei s'approche également, disant que Seraphina gâche l'ambiance. Elle lui dit d'oublier le passé, mais Seraphina refuse car elle estime qu'elle doit aux barbares de lui avoir pardonné ses actes. En entendant cela, Cersei fait remarquer qu'elle devrait cesser d'agir avec tant d'indécision. Elle rappelle à Seraphina que, malgré ses paroles sur ses devoirs envers le peuple d'Hildoran, elle porte toujours de son plein gré un collier de fiançailles de la tribu barbare. Dans son esprit, le choix de Seraphina est évident, elle devrait donc cesser de faire semblant d'être tiraillée. Puis le ventre affamé de Cersei gargouille, et tout le monde part chercher à manger. En mangeant, Seraphina pense à toute la nourriture qu'offrent les terres barbares. Elle réalise que la source de cette nourriture abondante, ce sont les bois dangereux qui entourent les terres barbares. Bien que les bois abritent des dragons dangereux, un seul dragon peut nourrir des centaines de personnes après une chasse réussie. Les barbares auraient pu choisir de cultiver la terre pour l'agriculture, mais ils auraient alors chassé les dragons de leur habitat. À long terme, cela ne ferait que les priver de leur principale source de nourriture. Seraphina pense aussi au royaume d'Hildoran, qui a réussi à s'emparer d'une partie des terres barbares. Même avec ces terres supplémentaires, leur royaume continue d'être mal nourri d'une manière ou d'une autre. Seraphina se demande si les Hildoriens gaspillent simplement leur nourriture supplémentaire, mais Vior interrompt ses pensées. Il lui rappelle qu'elle en a trop pris dans la bouche en réfléchissant, alors elle a du mal à avaler sa nourriture. Puis il lui demande si elle pense encore aux choses dont elle a parlé plus tôt. Seraphina secoue la tête, expliquant qu'elle pensait aux expéditions du royaume d'Hildoran. Bien que le royaume prétende toujours piller des terres étrangères pour obtenir des ressources pour son peuple, Seraphina ne pense plus qu'il soit si vertueux. Cependant, elle se demande comment dire cela à son propre peuple, en se demandant s'ils se sentiront trahis par ses paroles. Remarquant sa confusion, Vior lui demande de discuter avec lui à l'extérieur de la maison. Plus tard, ils sortent tous les deux pour parler sous le ciel nocturne. Seraphina repense à tout ce qui s'est passé, et elle se demande quelle voie elle devrait prendre. Face à tant de choix, Vior lui dit d'utiliser simplement son imagination, ce qui surprend Seraphina. Bien qu'elle ne s'attendît pas à une réponse aussi peu pratique, il lui rappelle qu'il est parfois bon de réfléchir profondément aux choses. Vior révèle également que les fées peuvent même réaliser leurs propres souhaits rien qu'en les désirant. Puisque le pouvoir des désirs peut être si fort, il pense que Seraphina devrait aussi se concentrer sur ce qu'elle veut au lieu d'être confuse par les doutes. Elle suit son conseil et réfléchit aux choses, se demandant ce qui arriverait si elle retournait à Hildoran avec une découverte réussie. Alors que Seraphina pense à vaincre les barbares, elle réalise qu'elle finira simplement dans une cage après avoir perdu son travail de chevalière.
Même si cela ne lui déplaît pas de sacrifier son bonheur pour le bien de son peuple, elle sait que l'idée d'être emprisonnée pour le reste de sa vie ne semble pas très bonne. Puis elle se demande ce qui arriverait si elle quittait Hildoran et épousait plutôt Vior. Séraphina pense à la vie paisible dans les terres barbares, remplie de nourriture et d'un esprit insouciant. Finalement, elle réalise que malgré son jeune âge, Vior est extrêmement talentueux. Puisqu'il est aussi le futur grand chef, son statut correspond au sien en tant que noble. Alors Séraphina commence à penser que Vior lui convient vraiment. Elle imagine ce que ce serait de devenir sa femme et d'avoir des enfants avec lui, mais finalement, elle cesse de laisser son esprit vagabonder trop loin. Au final, Séraphina réalise qu'elle n'a pas encore assez de raisons pour prendre une décision définitive. Remarquant son comportement tiraillé, Vior se sent heureux. Il pense que puisque Séraphina hésite entre son royaume et l'épouser, cela signifie qu'elle a pour lui des sentiments sincères qu'elle prend en considération. Séraphina se fâche, faisant remarquer que c'est lui qui lui a dit de prendre une décision, mais maintenant il est content qu'elle hésite. Alors Vior dit à Séraphina de partir en voyage avec lui afin qu'elle puisse en apprendre encore plus sur leur monde avant de prendre sa décision. Pendant ce temps, de retour au royaume d'Ildoran, un messager revient auprès du prince Sidius après une expédition ratée. Après être entré dans la chambre du prince, Sidius félicite le messager d'être revenu vivant de la mission. Cependant, il sait aussi que le messager apporte de mauvaises nouvelles puisque toute l'expédition a échoué. Sidius se demande si Séraphina est tombée sur le champ de bataille, mais le messager le nie. Il explique que les restes de Séraphina n'ont jamais été retrouvés, elle a donc très probablement été capturée par les barbares. Sidius pense que son sort équivaut à la mort, mais il se demande ce qu'il est advenu du reste des forces de Séraphina. Le messager révèle que comme Séraphina a elle-même pris en charge l'affrontement contre les barbares, le reste des forces d'Ildoran a pu rentrer avec seulement de légères pertes. Sidius réfléchit à cela, se demandant si Séraphina s'est sacrifiée pour qu'Ildoran puisse continuer à combattre les barbares. Cependant, il pense que ses efforts ont été vains car il est bien plus facile de dire que de faire de conquérir les terres de l'Est avec une simple expédition de plus. De retour dans la tribu barbare, Séraphina se demande où Vior prévoit de l'emmener. Elle pense aux terres elfiques, qu'elle imagine être une cité élégante. Séraphina se demande également s'ils visiteront le domaine naturel des fées ou les résidents excentriques de l'étrange race des Dryades. Puis elle se demande s'ils rendront visite aux nains, qui, selon elle, possèdent une civilisation souterraine avancée. Cependant, Séraphina se libère de ses propres pensées. Réalisant qu'elle ne fait que projeter ses propres contes de fées sur des personnes réelles, soudain Vior surgit de nulle part. Il révèle que les nains ont effectivement une cité souterraine, comme dans son imagination. Vior explique également que les barbares possèdent quelque chose de bien plus magique que la technologie avancée, ce qu'on appelle les sources chaudes. Malheureusement, Séraphina n'a aucune idée de ce que c'est, car sa patrie manque de beauté naturelle. Vior réfléchit, se demandant comment le lui expliquer. Il dit à Séraphina que les sources chaudes sont des bains chauds naturels, mais elle pense qu'il invente car seuls les nobles les plus riches peuvent se permettre de faire chauffer de l'eau pour leurs bains chauds. Vior lui dit quand même que les sources chaudes existent vraiment et que l'eau chaude est gratuite car elle est chauffée par les minéraux souterrains. En entendant cela, Séraphina devient presque folle. Elle pense aux barbares qui ont une nourriture presque infinie, et voilà qu'elle découvre que ces nains ont du mithril infini et de l'eau chaude naturelle gratuite. Alors que Séraphina se demande pourquoi toutes les tribus barbares sont si immensément riches, même Elchus réalise à quel point un bain chaud naturel peut être merveilleux. De retour à Hildoran, la pauvre prêtresse n'avait que de l'eau de rivière froide pour se baigner, elle espère donc expérimenter un bain chaud luxueux dans ces nouvelles terres. Cependant, Cersei lui dit que les barbares ne vivent pas non plus dans un conte de fées. Bien que les capitales et les centres de population de leurs terres aient des ressources abondantes, elle explique que leurs villes et villages de la périphérie sont à peu près aussi désolés qu'Ildoran. Melsu se demande ce qu'il advient de ces villages. Alors Cersei lui répond que si un village est trop faible pour repousser les dragons environnants, tous ses habitants deviennent de la nourriture pour dragons. Melsus est choquée qu'elle parle de cela avec autant de désinvolture, mais Cersei lui rappelle que le monde suit toujours la loi de la jungle d'une manière ou d'une autre. À proximité, Séraphina crie de surprise en apprenant que les nains fabriquent un casque spécial en mithril pour elle. Elle pense qu'elle ne pourra jamais payer un objet aussi cher, mais Vior explique qu'elle a reçu une énorme récompense pour avoir tué l'énorme dragon plus tôt. Et de plus, il révèle qu'il a ajouté sa propre part ainsi que la part que Séraphina a reçue pour avoir vaincu le démon, donc ils peuvent facilement se permettre le casque sur mesure. Finalement, Séraphina est convaincue. Elle s'excite comme une petite enfant à l'idée de recevoir son casque tant aimé. Elle demande à Vior quand le casque sera prêt, alors il dit à tout le monde de se boucher les oreilles un instant. Soudain, Vior rugit de sa voix tonitruante et appelle Vufumek. Quelques secondes plus tard, Vufumek arrive à l'appel de Vior. Elle lui demande s'il a un message pour elle, il hoche la tête et lui dit de demander au chef nain où en est la fabrication du casque de Séraphina. Vufumek hoche la tête et part, étonnant Séraphina par ses capacités. Vior explique que c'est une fée du vent, elle peut donc apparaître partout où il y a du vent. Bien que n'importe qui puisse appeler une fée du vent avec la bonne technique, pour le moment seul Vior et son père peuvent le faire avec succès. En entendant cela, Séraphina se demande si Vior est chargé de gérer les affaires internes de toutes les tribus en tant que fils du grand chef.
Il hoche la tête, se plaignant de toutes les négociations, répartition des ressources et autres conflits qu'il doit gérer. Au final, Vior n'est pas dérangé d'être un homme occupé car il essaie seulement de faire de son mieux au lieu de tout faire parfaitement. Sérafina sourit, pensant que bien qu'ils vivent dans une patrie primitive, Vior est un noble important tout comme elle. Vior se demande si elle est en train de tomber amoureuse de lui, alors Sérafina est gênée. Heureusement, Vufumek revient avec son message juste à temps. Elle explique que le casque sera prêt dans un jour, alors Sérafina et Vior commencent à se préparer à partir. Le lendemain, Sérafina sort de la maison dans son armure complète. Elle se demande pourquoi ils partent en équipement complet, alors Vior explique que les dragons occupent toutes les terres en dehors de leur cité. Cependant, Sérafina est davantage préoccupée par la façon d'atteindre le royaume nain à temps car ils vivent dans une grande montagne assez éloignée de leur cité. Vior explique qu'il a une technique spéciale pour cela, alors il se coupe le pouce et invoque l'esprit de ses ancêtres barbares. Soudain, une lumière brillante apparaît et se condense en une forme de dragon tandis que Vior y verse son respect pour la race draconique. Une fois le dragon complètement formé, Vior décolle avec les femmes à sa suite. Tout en volant dans les airs, Vior regarde en arrière et remarque à quel point Sérafina est excitée. Tous deux apprécient ce beau moment, mais soudain, Vior remarque une lumière brillante au loin. Il avertit les filles d'être prudentes et déplace le dragon, évitant ainsi une boule de feu soudaine. Les filles se demandent d'où vient la boule de feu, alors Vior leur dit qu'ils ont rencontré un véritable ennemi. Il montre devant eux, où se tient le véritable maître des montagnes, un dragon de feu, connu sous le nom de Guranner. Alors que le dragon attaque, Sérafina se demande s'il est encore plus difficile à vaincre que le Morisuburi qu'ils ont rencontré dans la forêt. Vior hoche la tête, mais lui rappelle également que l'autre dragon était déjà blessé. Et de plus, il bénéficiait alors du soutien d'autres guerriers barbares, il leur est donc impossible de vaincre ce dragon par eux-mêmes. Malgré leur situation, Sérafina pense qu'ils devraient combattre le dragon puisqu'ils n'ont aucune chance de lui échapper dans les airs. Vior lui rappelle alors que Melsus et Cersei ne peuvent pas combattre le dragon, donc l'affronter de front n'est pas une option. Sérafina se demande s'ils peuvent utiliser le dragon écho de Vior pour contre-attaquer le dragon rouge, mais il explique que celui-ci n'a aucune capacité de combat puisqu'il a invoqué pour voler. N'ayant pas d'autre option, Sérafina dit à Vior que leur meilleure chance est d'atterrir et de combattre le dragon au sol. Vior refuse, se demandant pourquoi ce stupide dragon cible leur petit groupe en premier lieu. Alors que le dragon de feu fond pour une nouvelle attaque, soudainement une escouade de soldats ouvre le feu sur lui à distance. Le dragon détourne son attention vers les soldats, son corps robuste étant complètement insensible aux balles. Sérafina regarde autour d'elle et aperçoit un petit groupe de soldats nains tirant sur le dragon à distance. Vior réalise que leurs balles ne blessent pas du tout le dragon, mais leur distraction lui donne l'occasion d'atterrir. Pendant qu'il atterrit, l'escouade naine continue de tirer sur le dragon. L'un des nains demande à Vior quoi faire ensuite, alors il lui dit de battre en retraite car ils ne peuvent pas vaincre cette puissante créature. Le chef nain hoche la tête et fait signe aux autres soldats, qui commencent à se retirer dans un tunnel souterrain. Le chef dit à Sérafina de le suivre également, mais alors qu'elle se retourne, elle réalise que le dragon fonce droit sur elle. Heureusement, le nain intervient et utilise une grenade assourdissante pour désorienter le dragon, ce qui leur donne à tous la chance de se retirer sainement dans le tunnel. Alors que Vior et Sérafina sont les derniers dans le tunnel, le dragon déclenche une dernière attaque contre eux. Vior s'abaisse rapidement et couvre Sérafina de son corps, et ils attendent tous les deux que le feu cesse de venir vers eux. Après un court moment, le dragon cesse de cracher du feu et jette un coup d'œil autour de lui. Sous l'armure noire de Vior, il ne parvient pas à voir les deux personnes cachées, alors il s'ennuie et finit par quitter les lieux. Après le départ du dragon, Sérafina prend des nouvelles de Vior, qui la rassure en disant qu'il va bien. Puis Melsus et les autres reviennent pour les rejoindre. Après cela, les soldats nains commencent à guider le groupe plus profondément dans les tunnels où réside leur royaume. Sérafina demande à Vior s'il est normal que des dragons attaquent des voyageurs au hasard, mais il admet que cette attaque était très inattendue. Le chef nain fait remarquer que les dragons sont des monstres après tout, il est donc normal qu'un d'eux parte en carnage de temps en temps. Puis elle dit à tout le monde de regarder la ville devant eux, désignant une vaste zone ouverte remplie de structures métalliques. Alors que Sérafina et Melsus regardent avec émerveillement, le nain leur présente fièrement sa terre natale, la crête de la fournaise. Sérafina regarde autour d'elle, choquée que les nains aient pu creuser un trou aussi immense dans le volcan. Elle fait l'éloge de leur technologie incroyable, ce qui fait rougir le capitaine nain de Gênes. Puis le chef se présente sous le nom de Kamaki. Sérafina rend la salutation de Kamaki, le traitant comme un homme, ce qui le fait froncer les sourcils. Ensuite, Kamaki dit à ses autres soldats qu'il va faire visiter la ville à leurs invités. Les autres nains deviennent jaloux, mais finissent par céder à la demande de Kamaki. Puis Kamaki conduit tout le monde dans un escalier. En descendant, Sérafina remarque une odeur étrange dans l'air. Vior explique que c'est du soufre, alors elle repense à un magazine militaire qu'elle a lu. Cependant, Sérafina ne fait pas encore le lien. Après avoir atteint le bas de l'escalier, Kamaki leur montre fièrement une cascade géante. Il explique que cette eau est la source de leur source chaude naturelle, ce qui laisse Sérafina et Melsus sous le choc. Sérafina regarde l'eau, remarquant à quel point elle est chaude. Ensuite,
Kamaki commence à conduire les femmes vers le vestiaire, alors Serafina réalise qu'elles doivent laisser Vior derrière elle. Une fois dans le vestiaire, Melsus et Cersei demandent à Serafina d'enlever son armure. Elle hoche la tête, alors elle commence à la lui retirer. Cependant, Serafina surprend Kamaki en train de la regarder intensément, alors elle se demande s'il est un parfait pervers. Serafina fait remarquer cela à Kamaki, qui panique et explique qu'il ne regardait pas son corps. Puis, il enlève son masque pour montrer son vrai visage. Kamaki espère que le masque dissipera le malentendu, mais Melsus et Serafina sont trop perplexes pour comprendre. Enfin, elle explique qu'elle est en fait une fille, mais parce que les nains sont si petits, elle ressemble juste à un petit garçon. Kamaki révèle qu'elle a déjà 55 ans, mais en équivalent humain, elle n'a que 20 ans. Serafina s'excuse également auprès de Kamaki de l'avoir mégenrée, expliquant qu'elle pensait que tous les nains étaient des hommes barbus et poilus. En entendant cela, Kamaki montre l'écharpe autour de son cou, qui est la source de ce stéréotype. Elle explique que les nains portent généralement des écharpes pour se protéger de la chaleur et de la poussière, mais que les étrangers en ont fait des mythes ridicules. Cersei commence alors à taquiner Serafina pour son choc. Sachant que cette situation était inévitable, Serafina se fâche contre elle pour avoir gardé le secret. Alors que Melsus se demande pourquoi Kamaki regardait le corps de Serafina, Kamaki explique qu'elle regardait en fait l'armure de Serafina car elle adorait travailler sur une pièce aussi high-tech. Elle demande à Serafina si elle peut faire quelques modifications sur son armure, alors Serafina hoche la tête et propose de la payer pour le travail. Cependant, Kamaki refuse immédiatement le paiement, disant qu'un nain n'accepterait jamais d'argent d'un invité. Serafina insiste pour la payer, mais Kamaki lui dit que les nains sont très passionnés par les métiers qu'ils aiment, donc elle n'acceptera aucun paiement pour son travail. Finalement, elle accepte de lui confier son armure, alors Kamaki appelle le reste de ses frères. De nulle part, les autres nains surgissent, excités à l'idée de travailler avec une technologie géniale, et ils sortent de la pièce avec l'armure de Serafina. Ensuite, les filles sortent pour entrer dans la source chaude. Tout en admirant l'eau naturelle, Serafina remarque qu'elle a une couleur trouble. Kamaki explique que la couleur vient du soufre, mais que c'est en fait une bonne chose. Elle révèle ensuite tous les bienfaits pour la santé d'un bain au soufre, alors toutes les filles entrent finalement dans le bain malgré leurs inquiétudes. Après que Serafina a ressenti le bain, elle se détend immédiatement. Cersei dit qu'elle est venue avec Rija la dernière fois qu'elle a profité d'une source chaude, alors Serafina se souvient de la femme fougueuse. Elle se demande si Rija peut aussi invoquer un dragon écho comme Vior, alors Cersei hoche la tête. Serafina se demande comment elle peut invoquer son propre dragon écho, alors Cersei explique qu'elle devra vaincre un dragon par elle-même pour gagner le droit de l'invoquer. Cependant, elle l'avertit d'arrêter de penser à des idées aussi dangereuses car même les guerriers les plus féroces ont du mal à affronter un dragon seul. Pour l'instant, Serafina abandonne ses fantasmes de prouver sa force à un dragon et lève plutôt les yeux vers le plafond. Elle trouve une belle couche qui ressemble au ciel nocturne, alors Kamaki explique que c'est en fait une couche de mithril. En entendant cela, Serafina est choquée d'apprendre que ce métal précieux est si commun dans le volcan. Kamaki explique que le mithril est nourri par la volonté du volcan. Puisque les barbares aident le volcan à se développer, cela leur permet de bénéficier du mithril qu'il produit. Ensuite, Kamaki montre un rocher voisin qui contient également du mithril. Elle dit à Serafina qu'en injectant un peu de sa propre volonté dans le rocher, elle peut le faire briller. Serafina s'approche rapidement du rocher et y injecte un peu de sa volonté, ce qui lui fait vivre un étrange éveil. Alors que le rocher répond à sa volonté, d'étranges motifs apparaissent à sa surface. Cette expérience fait voir à Serafina l'image d'un dragon et ressentir un intense désir pour quelque chose. Sentant que quelque chose ne va pas, elle recule rapidement, se demandant ce qu'était cette image. Elle se demande ensuite comment elle peut partager les sentiments du dragon sans jamais avoir vu le monde de son point de vue. Après être sortie du bain, Serafina retrouve Vior. Elle se demande où son armure est passée et apprend que les nains l'ont prise comme ils ont fait avec son armure. Ensuite, Vior lui demande où est Melsus, alors elle explique qu'elle a eu trop chaud dans le bain. Après cela, ils commencent tous à sortir du bain vers la ville principale. En marchant derrière Vior, Serafina remarque une grande marque sur son cou. Elle se demande s'il a eu cette marque lors de l'attaque du dragon plus tôt et le félicite pour son incroyable bravoure. Vior est embarrassée quand elle le remarque, pensant qu'il a perdu des points de coolitude en exposant sa faiblesse. Une fois que tout le monde est entré dans la ville principale, Kamaki les sert avec un festin de bienvenue. Serafina regarde tous les plats devant elle, y compris des fruits de mer exquis et des mâchés de pommes de terre. Elle apprend que les crabes vivent en fait dans les sources chaudes de la tribu, ce qui leur donne un arôme et un goût unique. Cependant, alors qu'elle continue, elle leur présente également un plat à base de chair d'escargot. Melsus est dégoûtée par les plats à la française, mais n'ose pas être impoli envers ses hôtes. Après avoir présenté tout le monde à la cuisine naine, Kamaki leur sert des boissons. Serafina prend une gorgée de la boisson et est immédiatement abasourdie par son piquant ardent. Vior lui donne un peu de chair de crabe pour atténuer le piquant, alors elle le mange avec plaisir. Il commence ensuite à la nourrir avec le reste de la nourriture, alors Serafina continue de manger comme une machine. En la voyant manger de la main de Vior, Melsus est horrifiée que Serafina agisse avec tant de familiarité avec lui. Après que tout le monde a fini de manger,
Serafina s'excuse d'avoir vidé toutes les réserves de nourriture des nains. Puis elle continue de marcher avec Kamaki, excitée à l'idée de recevoir son casque amélioré du chef nain. C'était l'épisode 10. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie et regardez la vidéo suivante.